Superbe. Du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement un tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est que vous nous disiez qu'est-ce que c'est que la régénération pour vous? Euh, et si vous pouvez éventuellement donner aussi un exemple de votre quotidien qui illustre cette régénération, c'est encore mieux. Alors, qui démarre? Et puis moi, je vais prendre des notes. Est-ce que vous voyez l'écran de Jérémy? Est-ce que Jérémy, tu peux Pas encore, non. partager l'écran sur lequel je vais prendre les notes? Alors, entre-temps, Lucas, Michel et Thomas, qui démarre? Oui, moi je peux démarrer. Merci pour cette rencontre tous ensemble et ravi de faire votre connaissance. En deux mots, je suis Thomas, je suis cofondateur d'OE. OE pour œnologie, on produit des vins, du champagne et des essences d'OE qui sont des softs faits avec les plantes qui restaurent la biodiversité. On a créé OE il y a 10 ans, on est Bicorp et entreprise à mission. Euh, pour nous, le terme régénérer, je dirais que c'est prendre soin à la fois des personnes et à la fois du territoire, de ce qui nous entoure. Et très concrètement, chez OE, je donnerais peut-être trois exemples concrets. Un, on travaille l'agriculture régénérative avec le sujet des couverts végétaux, la sobriété en eau, planter des plantes, des haies, des arbres, redynamiser les écosystèmes. Donc ça, c'est très lié à la vigne, où il n'y a que 10% des sols viticoles français qui sont en bonne santé, et le raisin est le fruit le plus pesticidé. Et quand on prend soin de la vigne, on prend soin aussi des vignerons. Et donc, il y a aussi ça dans ce thème de régénération. Là, on essaie de travailler mieux le sujet de filière, mieux financer les agriculteurs, etc. Et dans régénérer, je mettrai aussi l'équipe dans les exemples concrets, où on essaie de construire un modèle d'entreprise où on est ouais, bienveillant, transparent sur les salaires. Quand on écrit chaque saison une lettre aux actionnaires, l'équipe est en copie. Donner la confiance aux équipes. Faire des managers plus des gens qui sont au service du développement des équipes plutôt que des petits chefs. Voilà, c'est un peu ces postures-là qui, je pense, créent les conditions de la paix, de la joie en équipe et qui permettent aux personnes d'être qui elles sont vraiment et donc de se restaurer. Donc c'est aussi la question de la vulnérabilité, du handicap et tout ça qu'on essaie de façonner. Et peut-être un dernier exemple très très concret, on active là, on essaie d'activer Bureau du Cœur pour héberger chez nous une personne SDF le soir quand il n'y a personne dans les bureaux. Et donc c'est un exemple aussi très concret de prendre soin des personnes qui nous entourent, qui sont peut-être plus vulnérables, plus en difficulté. Et je pense que l'entreprise a ces capacités-là autour d'elle et donc autant les activer du mieux qu'on peut. Et je passe la main. Merci à tous. Merci beaucoup, Thomas. À qui passez-vous la main, Thomas? C'est vous qui allez passer la main. Voilà, ben je vois Michel qui est juste en dessous de moi dans les petites Très photos. bien. Merci Thomas. Donc Michel Dorget, je suis le PDG de la société Guatex, qui produit donc en Occitanie du latex et du caoutchouc naturel. Donc un latex et caoutchouc naturel qui vient d'une plante qui s'appelle le guayule, qui est originaire du Mexique, qui est une plante du semi-désert au nord du Mexique et qui est très très peu exigeante en eau. Ce qui fait que pour les agriculteurs du sud de la France et plus généralement du sud de l'Europe, c'est une vraie réponse à la problématique de réchauffement climatique, puisque aujourd'hui, dans l'eau, les Pyrénées-Orientales, ils ne savent plus quoi planter, parce que les conditions sont de plus en plus difficiles. Et en plus de plus savoir quoi planter, ils sont en train même d'arracher la vigne, ce qui complexifie les choses. Donc, c'est une vraie solution pour les agriculteurs. Donc, nous, on utilise un procédé phase aqueuse d'éco-extraction et bioraffinerie pour sortir ce latex et caoutchouc, et on valorise toute la plante. Ce qui veut dire qu'en termes d'analyse de cycle de vie, on est très positif. On capte plus de CO2 à la croissance de la plante qu'on ne dégage de CO2 à l'extraction des différents coproduits. Donc c'est tout à fait positif. Et puis ce latex et ce caoutchouc, c'est aussi une question de souveraineté pour la France et pour l'Europe, parce que le caoutchouc a été classé matière première critique en 2017. Parce que sans latex, vous ne faites pas de gants médicaux. Sans caoutchouc, vous ne faites pas de pneus. Et sans gants et sans pneus, ben, vous êtes bien embarrassé. Et aujourd'hui, tout le caoutchouc est importé d'Asie. Donc, puisque c'est du latex et du caoutchouc DVA, qui contribue à la déforestation dans ce cas-là, alors que nous, c'est l'inverse, puisqu'on contribue à la valorisation des friches agricoles. Et puis pour terminer sur cette notion de régénération, donc on est bien sûr impliqué dans une démarche RSE. Depuis un an, on travaille sur un plan RSE
qui va bien au-delà de ces aspects analyse de cycle de vie et qui prend aussi en compte toute la dimension sociale, sociétale de l'entreprise qu'on essaye de faire évoluer. Super. Et Michel, en un mot, comment vous définiriez la régénération? En un mot, Enfin, en une phrase. voilà, c'est la CV. Voilà, quand vous avez une ACV positive. Ok. Alors, dire une ACV positive, c'est plus compliqué que ça parce que ça dépend ce qu'on entend par ACV et ce qu'on entend par positive. Mais globalement, c'est ça, c'est avoir une ACV positive. D'accord. Merci. À qui passez-vous la parole? Et ben, je crois qu'on était trois. Donc la troisième Ah, personne, il y a c'était. Ludovic et Florian qui viennent de nous rejoindre. Allez, on dit Ludovic. Alors Ludovic, bonjour. On est en train de faire un tour de table. On vous invite à vous présenter votre entreprise que vous représentez, et puis nous donner votre définition de la régénération, et puis des exemples qui illustrent cette régénération au quotidien pour vous. Oui, aucun problème. Donc, Ludovic Stiévé, je suis responsable qualité, hygiène, sécurité, environnement pour Château Galoupé. Château Galoupé, qui est un domaine viticole dans le Var, à Lallons-les-Morts pour être précis. Un domaine de 150 hectares sur lequel se trouvent 69 hectares de vignes et le reste en massif forestier. Euh, donc sur ce domaine de 17 âmes, aujourd'hui donc une petite équipe, en fait on a un domaine qui appartient au groupe Moët Hennessy qui a été racheté en 2019 et suite au rachat il y a eu tout un virage vers une agriculture on va dire plus vertueuse, notamment dans un premier temps biologique, puis dans un second temps régénérative. Euh, on a, on a fait le parcours CEC, Provence-Méditerranée 2024-2025, qui nous a en fait complété notre feuille de route côté développement durable, sur notamment des sujets de vraiment du régénératif, pas juste d'être dans du durable. Et donc, on travaille énormément sur les sujets eau, sol et vivant, sans parler des sujets, bien sûr, sur l'impact, on va dire sur l'air, c'est-à-dire tous nos impacts liés à notre activité. Et donc, on travaille sur des sujets de régénération des sols, notamment la matière organique, l'état des sols, pour vraiment avoir une agriculture donc dite régénérative. Alors, il faut bien employer avec vraiment des pincettes ce mot parce qu'il est utilisé à tort et à tout, on va dire, enfin très très régulièrement pour des pratiques qui sont pas forcément régénératives. Mais donc de notre côté, on a vraiment cette vision d'augmenter la matière organique, la vie dans le sol. Parce qu'on est vraiment convaincu que pour avoir d'excellents raisins, il faut déjà avoir un sol qui permette à la vigne de s'épanouir sans devoir lui apporter tout ce qu'elle désire avoir d'un point de vue vraiment chimique et un peu comme de l'hydroponie. Et c'est vraiment une vision inverse. Nous, c'est vraiment une agriculture de terroir qu'on peut avoir. Et donc, voilà, sur le sujet, le pilier sol, sur l'eau également, on est confronté à ces problématiques d'eau, donc à la fois trop d'eau, pas assez d'eau, et donc sur des concepts d'hydrologie régénérative. Voilà, toutes les pratiques d'agroécologie permettant, on va dire, une meilleure gestion de l'eau et un tamponnage, en fait, via le milieu, de ces phénomènes de manque et d'excès. Et enfin, sur le vivant aussi, sur la recréation donc de corridors, bien sûr, de biodiversité. Bon, il y a bien sûr les haies, bon, la couverture végétale, etc. Mais surtout des zones de ripisylve, de zones humides, avec au final des zones qu'on déclasse, des zones agricoles qu'on perd des surfaces pour les recréer vraiment des milieux pour le milieu naturel. Et c'est vrai que moi, la définition que j'aurais sur la partie qu'est-ce que le régénératif, c'est de réinvestir dans ce milieu naturel, qui est en fait le socle, hein. Au final, aujourd'hui, on extrait énormément du milieu sans pour autant réinvestir dedans, parce qu'il n'envoie pas directement de facture. Mais tôt ou tard, la facture tombera, elle sera beaucoup plus salée au final. Donc c'est cette vision, voilà, de régénérer en fait le milieu qui nous permet d'avoir un business, mais de l'avoir de manière prospère
plutôt que d'avoir une ultra rentabilité à court terme. C'est vraiment une vision moyen-long terme. Voilà un peu ce que je présenterai. Alors, je vais pas parler de tout le pilier aussi, réduction d'impact, éco-conception des bouteilles, qui est le premier impact d'un domaine, hein, c'est sa bouteille. Donc, avec des bouteilles allégées, recyclées, enfin voilà, éviter tout ce qui est métaux, plastique dans nos bouteilles. Et après, il y a les sujets coopération enfin, voilà, territoriale pour avoir l'effet d'impact, hein, c'est sortir de chez nous aussi et de s'attaquer vraiment à des territoires. Donc au niveau du département, de la filière, voire d'autres filières dans le monde des vins et spiritueux. Merci Ludovic. À qui passez-vous la parole? Il y a Lucas et Monica qui n'ont pas encore parlé. Lucas, Super, enchanté. Merci pour l'échange. Donc, Lucas Didier, donc moi je travaille pour une société qui s'appelle Biosphère et on fait, en tout cas notre boulot, c'est de déployer l'agriculture génératrice concrètement auprès des agriculteurs. Donc, on est principalement une équipe d'agronomes aujourd'hui avec des projets français, mais surtout aujourd'hui des projets à échelle européenne et quelques projets extra-européens aussi. Et donc, notre cœur d'accompagnement, c'est vraiment du support technique aux agriculteurs sur des diagnostics de ferme, des plans d'action, de la formation de l'accompagnement terrain pour pouvoir ensuite déployer du coup l'agriculture régénératrice sur différents systèmes de culture, donc aussi bien en grande culture, en arbo, en viti aussi, en plantes aromatiques, médicinales. Aujourd'hui, c'est assez large en termes de couverture, en élevage aussi. Et voilà, bah après, sur nos activités, c'est principalement ça. On travaille beaucoup avec des entreprises notamment du secteur, donc évidemment agricole, agroalimentaire, luxe, cosmétique et vins et spiritueux, beaucoup, sur différentes régions. Et donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de réussir à passer de l'agriculture régénératrice à l'échelle techniquement et avec un accompagnement terrain et agronomique qui soit pratique et pragmatique en termes d'approche. Donc beaucoup de formation aussi d'acteurs du monde agricole là-dessus. Et si je devais définir du coup ce qu'est la régénération, je dirais que c'est la capacité aussi à restaurer les fonctionnalités d'un écosystème, c'est-à-dire bah, sur toutes les différentes composantes de l'écosystème, hein, que ce soit sur le sol, la biodiversité, l'eau, etc., tout en maintenant l'activité humaine, ou en tout cas dans mon cas, la production alimentaire, la production végétale, parfois la production animale, euh, et de pouvoir combiner aussi ces activités-là, principalement. Ravi en tout cas de faire votre connaissance. Eh ben, merci beaucoup. Et ben, du coup, j'imagine que vous passez la parole à Monica, qui est notre dernière arrivée, à qui on nous Oui, souhaite bienvenue. désolé du retard. Bonjour à tous, désolé du retard et des problèmes techniques. Je suis avec mon téléphone, c'est pas top. D'accord. Donc j'imagine que vous passez la parole pour expliquer Alors, un, pour, son activité voilà, pour et vous deux, c'est présenter, quoi le régénératif? quelle est votre vision de la régénération et que vous illustriez comment ça se traduit dans votre quotidien au niveau de l'entreprise. Ok. Donc nous, on est une petite entreprise. Que Jérémy, Pardon? elle est en train- Voilà, ok, c'est parfait. Ouais. J'avais perdu mes... Donc nous, on est une toute petite entreprise dans le sud-ouest, au Pays Basque, à l'intérieur. On travaille donc dans le domaine de la laine. La laine qui est une matière première qui est actuellement considérée comme un sous-déchet agricole. Et l'objectif que l'on a, c'est de valoriser cette laine, qui est une matière première, une ressource, qui est un deuxième produit pour un éleveur et qui contribue donc à l'équilibre de l'écosystème. Et donc Toquilia est une entreprise ancrée dans le territoire. Nous avons finalisé en septembre dernier un parcours avec la CEC, Nouvelle-Aquitaine, Convention des entreprises pour le climat. Et donc, nous avons travaillé notre feuille de route dans le régénératif. Pour nous, le régénératif, c'est quoi? C'est non seulement travailler avec une matière première euh, naturelle, mais dans toute notre chaîne de valeur, non seulement réduire notre impact au maximum, donc revoir notre chaîne de valeur, réduire, euh, embarquer notre écosystème dans une réparation du vivant et travailler de façon écosystémique. Ça veut dire, on fait partie d'une filière, nous ne sommes pas seuls dans cette chaîne de valeur. Et c'est donc de travailler en coopération avec chacun afin d'arriver à un modèle vertueux qui favorise la réparation du vivant.
Voilà. Alors, je vais peut-être me mettre en vidéo parce que je suis encore avec mon téléphone. Je n'arrivais pas à mettre sur mon portable, donc pour des raisons de stabilité, je dirais. D'accord. Je vais juste prendre le nom de la société, si vous pouvez me l'épeler. Tokilia. Tokilia. Merci. Tokilia. Donc, on travaille avec les laines de race locale basque, manèche, essentiellement navarraise. Ok, super. Merci. Peut-être réintroduire l'ordinateur portable de Monica que j'ai mis en salle d'attente. Alors, je vois personne en salle d'attente, moi. Ouais, moi non Non, plus. je fonctionne. J'ai un problème de connexion, donc je ne dois pas être. Je laisse en portable comme ça mon téléphone. Tant pis. Ok. Ça marche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour... je n'ai oublié personne normalement, donc je pense que tout le monde a parlé, oui. Merci pour vos présentations et cette introduction qui nous permet effectivement de planter le décor et peut-être de mieux comprendre aussi pourquoi vous êtes là avec nous ce matin et on vous remercie de cette confiance que vous nous faites. Et je vais passer la parole à Jérémy pour l'agenda et puis enchaîner sur ce que nous allons vous proposer dans cette heure et demie maintenant, pratiquement. Jérémy, ton micro est coupé. Voilà, ravi de vous voir. On va passer 2 heures ensemble. C'est fantastique effectivement de nous intéresser à la régénération et en particulier toutes ces activités qui sont très liées à l'agriculture régénérative. Encore merci à vous de prendre ce temps. On se fait un cadeau et on, on va faire en sorte que ces 2 heures soient bien utilisées. Je vous ai partagé un lien Miro parce qu'on va animer via un lien Miro. Non pas que vous ayez des choses besoin de vous créer un compte ou y a pas vraiment d'interaction, mais on a jugé que c'était plus sympa, plus interactif que d'être sur Miro. Et à nouveau, c'est une expérimentation aujourd'hui qu'on améliorera pour les prochaines dates. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Est-ce qu'il est assez grand? Yes. Très bien. Donc voilà, nous sommes dans la phase introductive. Nous allons aussi nous présenter l'intention de ce cercle, l'ambition, le programme, et on va essayer autant que possible de passer par des exemples concrets pour bien être explicite et on voudrait garder un bon moment de questions-réponses à la fin, mais bien sûr, vous pouvez intervenir quand vous voulez et c'est génial. Moi, je commence en vous présentant qui nous sommes avant que les autres personnes se présentent. J'ai vu qu'il y a Alban aussi qui est là, qui n'est pas sur la photo, qui pourra se présenter. Donc nous sommes vivants, c'est un réseau de consultants qui existe depuis 6 ans. Nous sommes réunis en association et notre raison d'être, notre mission, c'est de porter la transition écologique via la régénération dans les entreprises et par extension les collectivités territoriales. Et voilà, nous avons un réseau de consultants aujourd'hui dans plusieurs territoires, Paris, Lyon, Lille, Marseille, nous avons aussi Montpellier. Qu'est-ce que j'oublie? Personne encore en Bretagne, hein, c'est étonnant, mais je crois qu'on commence à couvrir assez bien la France avec notre réseau de consultants formés aux ateliers. Et voilà, pour nous, c'est important, effectivement, on mesure nos impacts à travers les impacts qu'on arrive à déployer avec nos clients entreprises. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est des impacts sur la biodiversité, des impacts sur les conditions de travail qui ont été cités, des impacts sur la santé en général. Voilà, pour nous, la régénération, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la nature. Et ce qu'on vit, c'est un mieux vivre tous ensemble sur Terre, tous les êtres vivants, humains, non humains. Et on applique ça sur l'innovation produit à travers notre approche business model régénératif. Et donc, on se retrouve avec des filières
diverses et variées, et on reparlera de ça plus tard. Moi, je suis un planeur stratégique, j'ai 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des grandes entreprises sur des projets de communication et j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de projets d'innovation. Après un master innovation et transformation à Centrale, j'ai créé Nous sommes vivants à la sortie du premier confinement. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait beaucoup de solutions dans les territoires qui s'appliquent à la ville, mais que finalement il y avait encore beaucoup de choses à faire du côté des entreprises. Les entreprises font partie de la solution. Et donc moi maintenant j'ai une expertise que j'ai acquise sur l'économie régénérative, en particulier appliquée au design de produits, à la gestion de projets innovants. Et je laisse la main à Laurence, Andrea et Alban. Bonjour à tous, donc Laurence Lotte, je fais partie de Nous sommes vivants et formée à tous les outils Nous sommes vivants. J'ai choisi de rejoindre Nous sommes vivants parce que les valeurs que nous portons au niveau de la régénération me touchent et sont importantes, sachant que moi, ma particularité, mon focus, c'est l'humain. Et j'accompagne en fait individuellement et collectivement l'humain, les collectifs dans toutes leurs transitions, dans tous les changements qu'ils doivent opérer, avec gérer les freins, les leviers qui sont et le potentiel que l'on a en chacun et dans le collectif pour pouvoir accompagner tous les changements et les transitions que l'on doit faire, que ce soit au niveau humain, organisationnel ou culturel. Voilà. Et Andrea Fauchil de mon côté, pareil, je suis membre du collectif Nous sommes vivants depuis plusieurs années maintenant. En ce qui me concerne, j'ai plutôt une expertise dans les études de marché et dans l'innovation marketing, dans le conseil. Euh, d'environ 10 ans, notamment dans le secteur agroalimentaire, cosmétique et luxe. Et après, depuis 2020, en fait, je me suis beaucoup recentrée sur l'innovation durable et sur la recherche d'alternatives et la co-création du coup de solutions qui soient à la fois viables économiquement, à la fois pérennes, durables et compatibles avec les limites planétaires. Moi, ma particularité, c'est que je m'intéresse beaucoup en fait au bien-être des collaborateurs et notamment en fait le via l'aspect optimiste, parce que c'est bien de faire bon, voilà, c'est ma conviction profonde, c'est bien de faire un diagnostic, d'identifier toutes les limites, tout ce qui ne va pas, tout ce qu'il faut changer, mais il faut aussi, en fait, se mouvoir avec son cœur, pas que avec sa tête. Et donc, c'est important d'y croire à ces solutions alternatives et de vouloir en créer des exemples de produits et de services qui donnent envie à soi-même, mais aussi aux autres pouvoir justement mobiliser des entreprises, des filières, des secteurs entiers. Alban. Ouais, je me présente rapidement. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ça va? Oui, désolé Alban Alban, je ne savais pas que tu venais. Effectivement, sur la filière vin, on en avait parlé, tu ne devais pas être disponible aujourd'hui, donc j'ai rajouté un petit post-it, je suis désolé. Non, mais pas de souci. Et puis, je suis venue un peu au débeauté, voilà. Alban Rousseau, je suis membre de Nous sommes vivants depuis plus de 2 ans et je suis arrivée par justement la régénération. J'étais très curieuse de voir comment est-ce qu'on pouvait mettre en pratique ces grandes idées, ces grands concepts qui pour moi sont importants. Je suis ingénieure agro de formation. Donc le vivant, pour moi, c'est un guide. Nous sommes vivants en effet et nous faisons partie du vivant et nos organisations aussi, quelles qu'elles soient. Moi, je me suis formée, donc j'ai travaillé 22 ans en entreprise dans les secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et puis les gestionnaires de sites et les télécoms, voilà, en France et à l'international et sur toute la partie stratégie, innovation, créativité. Et je me suis arrêtée pour donner encore plus de sens à ce que je faisais pour travailler les dialogues en territoire, pour le dire simplement. Aujourd'hui, je suis dans les Hautes-Alpes. Vous ne voyez pas là les belles montagnes qu'il y a derrière moi, mais voilà, ça a été un choix
voilà, on s'est dit qu'on allait tester. Et puis, justement, ce lien au territoire et à l'évolution, donc avec des projets sur la montagne, le devenir des territoires de montagne, des petits sujets sur les JO 2030. Et puis, moi, je m'attache là à travailler tout ce qui est démocratie. Donc, avec des conférences, un livre qui s'appelle Petit manuel de démocratie vivante, écrit avec un élu du territoire. Et puis, une collègue aussi, qui était une ancienne institutrice et engagée sur le territoire. Et parce que tout ça participe, toutes ces dynamiques, qu'elles soient à l'échelle d'une entreprise, d'un collectif ou de la société, c'est travailler nos pratiques, la manière dont nous décidons ensemble, et puis comment est-ce que justement, comment est-ce qu'on décide? Comment est-ce que les sciences, la connaissance, mais aussi les ressentis alimentent les bonnes décisions à prendre? Voilà. Et Merci. j'apparaîtrai peut-être en pointillé là-dessus, mais sinon, je laisse la parole à vous trois. En tout cas, l'idée, c'est qu'on se pose la question d'avoir un Regen Circle générique, et on se pose aussi la question d'avoir des Regen Circle beaucoup plus centrés sur des filières comme le vin ou la laine. Et donc, Alban s'est désigné pour le vin. Laurence, tu t'es présenté? Oui, ça y est. Oui, c'est Ah, bon. ok, d'accord. Bon, ben, bravo la team. Donc, c'est quoi la régénération selon Nous sommes vivants? Donc, nous, on est alignés sur les États-Unis, avec en particulier Regenesis Institute, et tous les travaux qui ont été menés par la Regenerative Organic Alliance. Voilà. Et donc, moi, ça va faire 6 ans que je suis sur ces sujets-là. Je suis en particulier allé faire une grande mission sur de la compote de pommes avec un grand groupe. Voilà, français, France-US, et j'ai rencontré tout ce monde-là, j'ai découvert en fait plein de choses euh, vraiment issues de l'agriculture euh, régénérative. Et donc, c'est un peu le même système que la permaculture appliquée aux entreprises et à l'innovation. La régénération, selon nous, c'est de donner aux êtres vivants, dont les humains, les ressources leur permettant d'être en capacité d'atteindre leur plein potentiel dans leur environnement. Donc, effectivement, les ressources sont fondamentales, euh, mais nous, on va dire que les ressources sont essentielles et que la régénération doit viser la capacité du vivant d'atteindre son potentiel dans son milieu de vie. Donc, si vous voulez, nous, dans le schéma qui est peut-être pas ultra explicite, dans un écosystème, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a des ressources, mais qu'il y a des êtres vivants. Les écosystèmes sont un habitat pour les êtres vivants, humains, non humains. Et on adopte une logique One Health et la logique de service socio-écosystémique qu'on a normé ISO 26000 et plus précisément CSRD pour vraiment ancrer cette contribution sur des indicateurs que peuvent être la biodiversité, la qualité de vie, la santé, mais aussi l'eau ou le carbone. Voilà, donc nous on va faire ce qui s'appelle du design de relations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les relations mutuellement bénéfiques entre êtres vivants dans un milieu de vie partagé. Ça a tout son sens quand on parle de filière ancrée dans un territoire. On a cette image visuelle. Vous l'avez signalé, et merci à la CEC, qui effectivement mène un travail considérable d'accompagnement des entreprises vers la régénération pour une visée régénérative. Et effectivement, la régénération, c'est un long chemin avec plusieurs étapes qui peuvent aller de limiter, préserver, restaurer, régénérer. Il y a plus ou moins un consensus sur le fait qu'il y ait 4 étapes, qu'effectivement, vous l'avez signalé, limiter ses impacts, préserver ces ressources essentielles à l'activité économique, mais aussi aux vivants non humains, et d'ailleurs aux humains. Et à partir d'un net zéro, on passe dans une phase où on donne plus qu'on ne prend pour d'abord restaurer à l'état initial d'une dégénération, et ensuite on arrive à la phase finale qui est la régénération, qui est donc la définition qu'on vous a donnée, qui vise à augmenter les capacités du vivant humain, non humain. On est à nouveau dans une phase de croissance d'impact contributif
et on est dans une bascule totale de modèle mental, puisqu'on s'intègre dans la trame du vivant, si vous voulez, on cherche la prospérité sur un territoire. Lumia a fait un excellent travail justement sur ces pratiques qui ont été citées, par exemple l'éco-conception. Oui, tout à fait, hein, comme a été dit. On parle d'analyse de cycle de vie multi-indicateurs qui intègre la biodiversité, la qualité de vie, la santé. Tout le but du jeu sur un produit, c'est être sur certains indicateurs en net positif. Peut-être pas tous, mais un certain nombre d'indicateurs où toutes les étapes du cycle de vie d'un produit se concluent par une contribution nette positive sur certains indicateurs. Mais les approches, oui, les approches pour y arriver ne sont pas les mêmes. Pour arriver dans la phase de moins dommageable que je vous ai montré juste avant, on va parler d'éco-conception, d'économie circulaire, d'écologie industrielle, d'économie de la fonctionnalité. Et ces approches vont permettre une neutralité nette. Par exemple, on connaît la neutralité carbone. Ensuite, pour viser un impact positif net, il y a les modèles économiques régénératifs, les pratiques régénératives. Ces modèles économiques régénératifs, ces pratiques régénératives, on peut les chercher dans un secteur comme le bio. Le bio a montré qu'il y a un modèle économique du bio. C'est pas parce qu'on est bio qu'on est régénératif, on reviendra là-dessus. Et l'économie sociale et solidaire, qui nous inspire très très fortement puisque nous sommes basés sur l'économie de la mutualité, a montré qu'il y avait un modèle économique et des pratiques régénératives, en tout cas des humains, du lien social, de la qualité de vie sur un territoire. Donc on ne part pas de rien. Il y a certaines activités économiques qui ont déjà démontré que c'était possible et viable en triple impact. Sur les lauriers de la régénération, on a essayé d'affiner ça par secteur, ce net zéro. Donc se dire que dans la culture biologique, le label bio permet finalement d'arriver à un net zéro impact sur la biodiversité des sols, la santé humaine, et qu'au-delà du bio, toutes les pratiques, comme vous l'avez cité tout à l'heure, oui, c'est par exemple quand on plante des haies, on va au-delà du cahier des charges et on commence à contribuer et on va réfléchir qu'il y a des pratiques dont les impacts ne sont pas encore mesurés à date, mais qui vont vers une contribution carbone positif, plus de capture carbone, qualité de l'eau, de l'air, vitalité de la biodiversité, qualité de vie. Donc à partir de certaines pratiques, on arrive à, sur analyse des cahiers des charges et des pratiques certifiées par les organismes tiers, à commencer à penser à quelles pratiques mettre en place pour augmenter cette contribution. Il y a encore beaucoup de travail. L'agriculture régénérative est un des premiers secteurs le plus mature sur ces sujets-là avec l'architecture et le tourisme. Par exemple, sur le bâtiment rénové, on peut se dire que la rénovation d'un bâtiment permet de réduire à un seuil incompressible ou compresser au maximum les impacts négatifs sur l'environnement du premier bâtiment. Donc, certaines pratiques, au-delà d'une certification HQE, peuvent peut-être, sur un bâtiment rénové, à un moment donné, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer ? Dans l'électronique, une machine à laver, un téléphone portable avec le label REC, on peut avoir la même logique de réduction des impacts environnementaux limités à un seuil très très bas. Donc voilà, et c'est là où on va se poser des questions sur les démarches d'éco-conception. On va parler, nous, d'éco-socio-conception, voire de conception régénérative. On a posé les bases là-dessus. Sur les lauriers, pour illustrer la démarche, je vous ai mis le lien juste là. Cette année, on a remis avec un jury 25 lauriers sur des produits et des services régénératifs. Donc, ils ne font pas que viser la régénération, ils l'atteignent. Par exemple, là, je vais détailler l'exemple Ecotone. Et voilà, il y a Château Galoupé. Omi devait être là aussi. Et nous sommes en contact très étroit avec d'autres acteurs qui sont listés ici et qui seront présents la prochaine date. Ecotone, pour parler de quelque chose de concret. Ecotone, donc c'est un groupe leader avec une trajectoire régénérative depuis 35 ans.
Ils sont Bicorp et ils sont engagés dans la biodiversité depuis le début et ils ont un chiffre d'affaires de 710 millions d'euros, 12% réalisés en Fairtrade, 84% sur des produits bio, 97% avec des produits végétariens. Pourquoi le lait d'avoine Bonne Terre est régénératif? Regardons plus précisément déjà ici ce qui se passe. Nous avons du bio, nous avons des haies, nous avons une promesse de préserver la biodiversité, nous avons un Planet Score quadruple A sur base de cahier des charges, pesticides, biodiversité, climat, mode d'élevage. Nous sommes sur de l'avoine cultivée en Bourgogne et des contrats longs avec les producteurs. Pour les contrats longs avec les producteurs, si vous allez chez Biocop, c'est expliqué sur le côté du paquet. On va avoir donc des pratiques qui sont très intéressantes et qui sont listées dans les lauriers 2025. Il y a vraiment un effort de quelles sont les pratiques régénératives, partenariat durable avec les producteurs, savoir-faire préservé, ingrédients français cultivés en Bourgogne, on est en bio, on est au-delà du bio, un cahier des charges qui aussi coche la santé humaine, sans sucre ajouté, pauvre en acides gras, et un programme mené avec Solagro sur leur leur coopérative partenaire Cosebi pour avoir une amélioration continue. Donc nous sommes sur une entreprise qui est certifiée Bicorp, société à mission. On a des certifications tierces que sont AB et Planet Score. Donc si on résume, Planet Score quadruple A, label AB, ingrédients 100% français, ils accompagnent vers l'agriculture biorégénérative. Est-ce que c'est toujours à moi, Laurence, sur le case study? Oui, absolument. Très bien. Donc ça, ce sont entre les lauriers 2025 et les lauriers 2024, des Euh, entreprises qu'on a identifiées. Jérémy, tu peux juste faire peut-être juste une pause de 1 minute, juste pour nous assurer qu'on a bien compris dans le public, en fait, les lauriers de la régénération finalement valorisent enfin, les initiatives françaises et européennes qui sont exemplaires dans la régénération, mais que nous, en fait, notre intention, elle est aussi pas que de valoriser ceux qui sont déjà au top, mais aussi d'aider à la réflexion et à tout le process pour créer des produits qui soient régénératifs. Donc, si on n'y est pas aujourd'hui, c'est pas grave, c'est justement ça, tout l'enjeu. C'est de montrer que c'est possible, que ça existe et que on peut y arriver, même si on n'a pas encore coché tous les critères. Merci, Andrea. Ça me semble clair. Est-ce que tu souhaites faire un tour de table de réaction ou j'avance? Lance peut-être parce qu'on a pris un petit peu de retard et puis et de toute façon chacun s'autorise à nous poser des questions et à nous Au fil de interrompre. l'eau. Oui. Voilà. Moi, j'avais une question sur justement l'accompagnement à l'agriculture régénérative. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas légiféré autant que sur le bio, l'organique, où on l'est ou on l'est pas. Le régénératif, c'est vrai que souvent, beaucoup le disent. Pourtant, certains utilisent toujours des engrais chimiques, des choses qui sont pas du tout dans du régénératif ou qui ont des impacts énormes. Et c'est vrai que sur l'accompagnement à l'agriculture régénérative, moi, c'est surtout qu'est-ce qu'on met derrière. Alors, il y a plusieurs standards qui existent aussi. Certains sont assez creux. Mais il y a ce mot magique, du coup, qui permet de le dire. Moi, c'est vraiment ce point d'attention, et c'est d'ailleurs un peu un des points faibles du régénératif, c'est qu'aujourd'hui, bah, notamment dans l'agriculture, il n'est pas standardisé, on va dire. Mais Et c'est vrai que moi, c'est vraiment Ludovic, oui. toi tu es chez Biosphère, c'est ça? Non, chez Château Galoupé. Ah, Château Galoupé. Bah, demandons à Biosphère. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, si je peux apporter quelques éléments là-dessus. Nous, enfin, dans la façon dont on travaille, en tout cas, on travaille avec une approche agronomique assez pragmatique, c'est-à-dire on a un ensemble d'indicateurs très terrain, très agronomiques qu'on vient suivre dans la totalité des projets, qui nous permettent d'évaluer l'état de santé, de fertilité des sols, l'état de santé de l'écosystème aussi de manière générale, et du système de production à l'instant T, et ensuite de projeter des directions, c'est-à-dire typiquement pour avoir un sol en bonne santé, bah, il faut forcément évaluer la compaction des sols, il faut évaluer la part organique des sols, donc le pourcentage de matière organique.
On va aller faire des bilans humiques, par exemple, pour voir si aussi les pratiques agricoles sont en capacité de soutenir les niveaux de fertilité des sols et possiblement de les améliorer à l'avenir, ou est-ce qu'à l'inverse, on est sur des systèmes qui vont déstocker du carbone et donc de la fertilité aussi derrière. Donc nous, en tout cas, dans notre approche, on a un ensemble d'indicateurs pragmatiques terrain qui nous servent à faire du conseil. Et ensuite, sur les entreprises, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas d'approche standardisée de l'agriculture génératrice. Donc nous, en tout cas, la façon dont on fonctionne dans les projets, c'est qu'on va récupérer ces ensembles d'indicateurs et après, en fonction des entreprises, de leur stratégie, de comment elles souhaitent le valoriser, on peut passer par des référentiels externes, comme on peut passer par des référentiels internes qui permettent de faire du suivi d'impact de leur chaîne d'approvisionnement à plus large échelle, principalement. Mais en tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas développer aussi un référentiel nouveau parce qu'en fait, il en existe déjà, il y a déjà plein d'approches qui existent. Le tout, c'est de factualiser enfin de savoir où on en est, de factualiser les trajectoires aussi agricoles et du coup les trajectoires de régénération et ensuite de pouvoir surtout prendre des décisions concrètes de terrain sur quelles sont les pratiques qui vont avoir le plus d'impact positif sur le système agricole derrière. Et donc on va aller chercher voilà, ces ensembles d'indicateurs-là, principalement. Hum, Moi, je mets vraiment en avant ce point parce que c'est vrai qu'à enfin, à défaut d'un référentiel fixe, c'est toujours délicat et sur quoi on s'appuie. Et aujourd'hui, c'est vrai, enfin, c'est vraiment cette idée de, euh, on voit différentes marques se lancer dans du régénératif à tout va, mais derrière, ouais, il y a des pratiques qui ne le sont pas du tout et c'est toujours la limite. Et c'est comment on se démarque par rapport aux autres, justement, ceux qui font vraiment. Alors nous, c'est vrai que Château Guelpé, alors maintenant, on a, j'ai l'autorisation d'en parler, mais on est certifié ROC depuis peu, l'un des quatre domaines en France. Euh, il y a le sujet du référentiel, mais après, il y a aussi, est-ce que ces référentiels sont accessibles pour tous? Et ça, c'est d'autres sujets. C'est vrai que c'est le coût pour tout ça. Mhm. Et après, derrière, l'éducation des consommateurs, parce que qu'est-ce qui différencie? Alors, on a du bio et surtout dans le monde agricole et dans le vin, on a des labels dans tous les sens. Et ça, pour moi, c'est l'un des plus gros chantiers du sujet régénératif. C'est qu'est-ce que c'est? Comment on le valide, du moins dans le monde agricole? Et voilà, qu'on n'ait pas des faux messages on va dire, de pratiques régénératives, mais qui ne sont pas forcément ou enfin voilà ce brouhaha en fait sur des termes qui sont de plus en plus utilisés. Thomas, un point de vue là-dessus avec Koé? Hop, j'ai remis le micro. Oui, bah, je te rejoins carrément. Il y a, dans le vin, c'est pas si simple d'embarquer parce qu'il y a tellement de labels, tellement de, je trouve, de fake labels que il faut vraiment être clair pour embarquer. Euh, Rock, pour le coup, c'est canon, hyper clair et bravo au Château Galoupé pour ses avancées. Là où c'est juste, c'est que le mot régénératif, il sonne bien, il marche bien, et à la moindre première bonne pratique, facilement les personnes peuvent lui dire, bah vas-y, je suis régénératif, etc. Mais c'est vrai que c'est de la science, c'est de l'agronomie, c'est du vivant, et donc ça se base aussi sur des vrais savoir-faire, des vraies études, des vraies mesures qu'il faut mettre en musique pour pouvoir en parler ou aller dans cette direction-là. Et donc, euh, ce que je trouve chouette dans nos discussions, c'est aussi que ça donne un cadre à tout ça qui permettra de clarifier aussi pour les consommateurs au final. Merci. Donc, ça me permet de redire que l'approche chez Nous sommes vivants est inspirée donc du label Regenerative Organic Certified. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça puisse être mis sur le facing d'un produit pour engager un consommateur alors qu'il y a des cahiers des charges exigeants qui ne sont pas toujours compris par le consommateur final et qu'il y a des énormes enjeux comment dire, de travailler un cahier des charges avec les agriculteurs d'un côté qui fasse sens pour eux par rapport à leur territoire et leur activité, et de l'autre côté, d'avoir effectivement un affichage socio-environnemental sur le produit. Donc aux États-Unis, c'est Regenerative Organic Certified porté par Patagonia, aidé par Dr Bonheur, qui sont des entreprises B Corp. Derrière, il y a le Rodale Institute sur toutes les pratiques régénératives, et enfin, ils sont très clairs que c'est bio et en plus de bio régénératif, et pas que simplement bio
que le volet conditions de travail, impacts sociétaux est fondamental. Donc, ils sont fair trade. Les États-Unis, au niveau de la Je voulais Californie, juste, oui, quoi? ouais, je voulais juste mentionner parce que qu'on a un travail justement avec l'écosystème de la Oui, régénération en France pour essayer de clarifier tout ça parce qu'on est bien conscient que il peut y avoir tout et n'importe quoi sous ce mot valise et concept. Et pourtant, et donc nous on fait vraiment, enfin quand je dis nous, c'est nous sommes vivants, c'est vraiment un travail de clarification de ce qu'il y a dessous et de le raccrocher à des labels ou des démarches existantes, ce genre de choses. oui, Voilà. donc ça, effectivement, Alban nous signale qu'il y a un deuxième cercle qu'on a lancé et qui fonctionne assez bien. C'est le Regen Circle écosystème et Alban vient de pointer un des sujets majeurs. Et on fait aussi partie d'un groupe de travail sur la conception régénérative et on est alerté en ce moment sur des directives européennes. Voilà. Donc aux États-Unis, quand même, je clôt. La Californie est en train de statuer sur ce que c'est que l'agriculture régénérative. C'est bien bio et c'est assez bien défini. Je pourrais vous envoyer le lien. Et en France, on attend l'INRAE qui se prononce. Mais il y a un enjeu effectivement de travail à la fois en amont de la chaîne d'activité et en aval pour pouvoir avoir un fil qui permet de travailler en filière. Justement, ça me permet d'enchaîner sur le case study que nous avons dans le textile. Donc, on accompagne la filière textile dans quelque chose d'un peu étrange, peut-être, qui est l'ortie appliquée au textile. Mais c'est notre case study qu'on mène depuis 2 ans et on va accompagner cette filière encore pendant 3 ans. Et ça vous permettra de mieux comprendre notre démarche. Je reviendrai sur le fait qu'on a un canevas posé sur la chaîne de valeur et des ateliers qui permettent de remplir le canevas. Je vais juste aller sur des visuels de ce que l'on fait nous, qui est de faciliter l'échange et le dialogue, un peu comme ça vient d'avoir lieu il y a 5 minutes entre vous. Nous, on a un rôle de facilitateur, de tissage de relations entre acteurs, tout en ayant une intention claire et une certaine exigence. Donc l'atelier 1 a visé à réunir tous les acteurs de la chaîne de valeur du textile à partir d'une plante qui s'appelle l'ortie. Donc vous avez ici l'horticulteur, je reviendrai là-dessus, l'agriculteur, la filature, le tissage, etc., etc. Donc nous on travaille à mon cœur d'activité aval, on réunit les personnes et sur la table, vous voyez, il y a des cartes qui permettent à chacun de savoir où il est dans la chaîne de valeur et de discuter entre acteurs de cette étape de la chaîne de valeur et avec les personnes qui sont à d'autres étapes de la chaîne de valeur réparties entre amont, fabrication, aval. Nous avons été amenés à travailler là-dessus suite à un appel à manifestation d'intérêt de 3 grandes régions que sont Normandie, Hauts-de-France et Grand Est, et nous sommes financés par ces régions-là, en particulier avec un fonds FEDER, dans l'idée d'avoir plus d'autonomie avec des fibres naturelles en alternative au coton, avec la volonté d'avoir une production 100% française. L'atelier 2 a visé à des choses assez concrètes, quel type d'ortie, pour quelle propriété de fibre, pour quelle propriété textile, pour quels usages. Donc on est en plein dynamique et on est en train de répliquer la chose en ce moment sur la laine. On avance sur ce sujet-là, on demande à la filière si on peut l'animer. Et c'est vraiment ce travail-là qui est à faire, vous voyez, de tissage de relations entre les acteurs sur des choses concrètes, de création de valeur mutuellement bénéfique, et il faut s'accorder. On a travaillé sur aussi la chaîne de valeur actuelle, la chaîne de valeur future, avec à chaque fois toujours nos outils et nos ateliers. Donc là, c'est une cartographie et on est en multivalorisation puisqu'on a découvert pour arriver à un coût proche de celui du coton, il fallait qu'on fasse intervenir déjà sur la phase agricole des acteurs des cosmétiques et des acteurs de l'alimentation. Et donc on cherche à avoir des cahiers des charges coécrits entre 3 filières, peut-être 4. Et maintenant, on travaille avec Expansiance et l'été Gaïa qui rejoignent notre écosystème. Et on en est à, le sujet de l'après-midi, là, c'est cahier des charges ortie pour la nutrie et la cosméto pour Expansiance et comment on peut collaborer pour avoir des feuilles d'ortie sèches pour les infusions.
et travailler avec vous sur les pratiques culturelles pour expérimenter. Voilà, on est en plein dans ces sujets-là. Et on a des sujets vraiment très très pratico-pratiques de type dans le textile, quelle longueur de fibre, donc à quelle taille on coupe l'ortie, et donc quelle est la machine. Et la machine qui fait ça, elle coûte X. Et si on est sur une machine chanvre, la machine elle coûte le triple. Est-ce qu'on peut s'accorder entre nous? Vous voyez, on est sur des choses vraiment pratico-pratiques, vraiment très intéressantes. On continue avec eux. On est en triple, enfin en quadruple valorisation, et on est sur voilà, des pays régionaux avec une partie subvention qui demande, pour toucher les subventions, de créer des consortiums sur 10 ans d'acteurs. Donc nous, on travaille avec le consortium Hauts-de-France qui collabore avec Grand Est. Ils ont signé un contrat d'investissement d'argent, de temps, de relations sur 10 ans, et c'est quand même pas mal. Et on est avec beaucoup d'acteurs qui sont aussi dans le chanvre. Et à date, Normandie reste très très focus sur le lin, et on n'a pas réussi à les convaincre de nous rejoindre. Mais on est avec d'autres régions que sont Val-de-Loire ou Sud, qui sont aussi sur l'ortie, on collabore. Concrètement, ça veut dire quoi quand on fait ça? Vous avez accès au Miro dans le chat, si vous voulez, on vous redonnera le lien. Nous, on pose, voilà, cette chose-là qui est notre atelier 1. Cette chose-là, c'est la chaîne de valeur. Dans la première étape, vous voyez à mon cœur d'activité aval, et donc ça, c'est la chaîne de valeur. Et cette chaîne de valeur, on va ensuite la travailler en quadruple impact environnemental, sociétal, économique. On veut avoir effectivement à la fin un modèle économique en triple impact, et on porte notre attention aussi bien sur la viabilité économique que la viabilité environnementale, que la viabilité sociétale, et on regarde dans le détail à chaque étape de la chaîne de valeur lesquels ils sont. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille des modèles économiques à la fois de la filière et de chaque acteur de la filière, et on travaille ça, je reviendrai là-dessus, en temps 1 et en temps 10, et récemment nous avons ajouté l'accompagnement humain, le leadership, gouvernance, culture, pour vraiment être sur une transformation, on va dire, culturelle des acteurs, parce que tout ce qu'on est en train de dire là demande une ambition phénoménale sur 10 ans, et demande un niveau de coopération accru. Dans le détail, et juste après je vous fais réagir, je vous donne des exemples. On va avoir de l'horticulture avec des plants qui vont être en bio. On va avoir de la culture en plein champ. Se pose la question de l'apport azoté, de la fuite d'azote dans les nappes phréatiques, même s'il est issu de fumier, et le fumier qui apporte des intrants, enfin des adventices. Le ruissage est un énorme problème de R&D. Comment on fait du ruissage? Et a priori, on est parti d'ailleurs sur un ruissage voilà, je ne peux pas dire, mais qui est un autre que plein champ. On va avoir la mise en ballot, on va avoir le teillage, donc on a un teilleur, et donc très relié le teillage avec le ruissage. On va avoir du peignage pour avoir des fibres sans adventices propres à l'ananas, pour être filé. Sur le filage, il n'y a plus beaucoup d'acteurs industriels, hein. On se rend compte que en Hauts-de-France, dites donc, on a énormément perdu, voilà, et que dans certains cas, ce sont des tailles industrielles qui ne sont pas faciles pour nous, parce qu'ils voilà, ils veulent une certaine qualité constante et un certain volume, et on n'arrive pas toujours à être en recherche et développement avec eux. On va avoir du tissage. On sait tisser hein, déjà de l'ortie en France. Biocop est passé, voire Bastien, la entreprise Bastien, disant qu'il serait super intéressé par des sacs en ortie. On sait faire, mais l'ortie, c'est de l'arami qui vient de Chine, pas fabriqué en France.
On va avoir l'ennoblissement, la confection, je passe, et bien sûr la vente. Les distributeurs sont un levier énorme et on remarque en ce moment qu'il y a un fort engagement finalement de Biocoop, de Naturalia, de Super U, enfin voilà, de Carrefour, beaucoup plus que du côté des marques. Je peux revenir là-dessus si vous avez des questions. Naturalia ayant fait une campagne sur l'agriculture bio-régénérative récemment, merci à eux. L'usage, donc on va être sur des notions de durabilité, de qualité, de brillance, voilà, est-ce qu'on est sur quelque chose, un t-shirt, un jean, est-ce qu'on est sur une chemise, est-ce qu'on est sur une robe en soie, est-ce qu'on est dans l'ameublement avec certaine résistance, voilà, est-ce qu'il y a des propriétés diverses et variées, et la fin de vie bien sûr qui est importante, voilà. Donc, si je vous dis un peu nos enjeux, voilà, et ensuite il y a cette réflexion en triple impact. Si je vous donne des exemples d'enjeux qui sont venus, par exemple la difficulté finalement de cette filière à avoir des acteurs aval, ça vient d'évoluer, mais étonnamment ou de façon naturelle, me direz-vous, aller chercher Mailleux, par exemple, qui fait le slip français, est venu. Le slip français, non. La distribution, pas encore. Et il y a un espèce de préjugé que, à un moment donné, ils auront en face d'eux un acheteur qui voudra une qualité-prix, on va dire standard, et que finalement, la valeur ajoutée de ce qu'ils ont en tête de produire ne sera pas du tout prise en compte par les acheteurs de la distribution, euh, et encore moins par les consommateurs. Donc quand vous dites besoin de, de confirmer, d'informer, de rassurer le consommateur final que ce qu'il achète est un juste prix de Made in France qui en vaut la peine et que dans certains cas on est à X euros en plus ou des fois pas, est un enjeu majeur. En cœur d'activité, on a besoin de coopération hein, entre acteurs. En fait, là, on se retrouve. Il y a certaines filatures, par exemple, il n'en reste que 3-4. Il y en a une ou deux qui veulent pas nous rejoindre pour des histoires anciennes d'il y a 20 ans, quoi. Comment dire, la collaboration entre des gens qui viennent de la cosmétique, de la nutrie, de l'alimentation, elle n'est pas facile parce qu'en fait, c'est des métiers différents mais en ce moment, on est en train de cranter ça. Et finalement, une partie amont où il y a des moments amusants, quoi, de ce que vous avez. Enfin, quelqu'un qui montre à l'écran un champ en tenant certains propos sur les pratiques agricoles et les agriculteurs qui sont dans la salle disent vous avez rien compris. Ce que vous dites est faux. Nous, c'est ce qu'on fait et on peut vous dire que ce que vous avez dit, c'était pas le bon visuel. Ou alors des choses de l'ordre de inversement. Euh, on ne comprend pas le marketing. Le marketing, c'est quelque chose, on va dire, voilà, c'est du marketing. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'agriculture. Nous, on fait des choses concrètes. Et ne venez pas nous dire ce qu'on doit faire. Nous, on sait le faire. Et par contre, si vous pouvez vous engager sur un prix d'achat au tonnage, ça nous intéresse, quoi. Et donnez-nous le cahier des charges. Et l'industriel qui dit, mais moi je suis OK, selon nos pratiques fair trade, d'avoir un plan d'expérimentation culturelle avec vous sur 3 ans et de co-construire ce cahier des charges. Je suis partie prenante je souhaite être partie prenante de cet échange. Voilà, donc des choses assez intéressantes avec finalement, vous voyez, une courbe, on va dire, d'émotions qui varie beaucoup, qui est assez, là aussi c'est un élément intéressant. On a des hauts, des bas, et il y a des moments où on pense que ça n'avance pas, et puis où qu'on n'est pas compris, et un autre moment où finalement on se rend compte que c'était un temps nécessaire pour passer à une réflexion pratico-pratique afin de remonter à quelque chose. Et juste pour clôturer, sur la filière ortie, on a 4 sous-groupes qui avancent et on anime des réunions d'échange régulières, de restitution des sous-groupes pour avancer de façon rapide. Et je passe la main pour vos enjeux.
Parfaite transition, justement, parce que du coup, tu as donné plein d'exemples de questionnements ou d'enjeux qu'on peut avoir au sein de la filière ortie. Où en êtes-vous du coup de votre côté, plutôt Thomas, Michel, Ludovic, Lucas, Monica? Quelles sont un peu vos problématiques, vos questionnements, vos enjeux aujourd'hui ou que vous avez identifiés ou moins bien identifiés? Qui Je- veut démarrer? Si je peux commencer peut-être, je me permets de Oui, prendre la Michel. parole. Merci pour la présentation. Euh, la question qui se pose, en fait, c'est nous, on est entre nous là, on est tous d'accord sur les bénéfices environnementaux, sociétaux, on n'a pas de doute, quoi. Sauf qu'à la fin, on est face à un porte-monnaie. C'est toujours ça, à la fin de l'histoire, c'est face à un porte-monnaie, comment on le fait. Donc le problème, c'est comment on valorise financièrement tous ces bénéfices environnementaux, sociétaux, pour que le client final, il accepte de payer le prix, parce que la plupart du temps, quand on parle de filière agro-industrielle, hein, c'est des coûts qui souvent sont plus importants que ce qu'on fait en important aujourd'hui, parce que c'est bien pour ça que les filières, elles sont parties à l'étranger, c'est moins cher à l'étranger. Donc justifier un surcoût en disant c'est du Made in France, c'est vraiment pas facile. Et donc l'autre stratégie, ça peut être de dire, alors c'est surtout vrai quand on est dans du B2B, c'est de dire quel serait le coût de la non-action par rapport au coût de l'action. Ça, c'est un argument que j'utilise beaucoup moi pour mes clients qui sont des industriels, qui ne sont pas des particuliers. Donc c'est très différent de quand on est en direct aux particuliers, hein. C'est pas le même schéma. Donc j'utilise cette stratégie de dire ben, qu'est-ce que ça peut vous coûter de rien faire et combien ça vous coûte de faire quelque chose. Et c'est cette balance qu'il faut voir. Donc ma question, c'est comment on valorise financièrement tous ces bénéfices? Tout ce qu'on dit, on est plein de bonnes intentions, on y croit tous, on est d'accord. Mais comment ça, on arrive à le monnayer à un moment donné dans l'aventure? Parce qu'il faut le monnayer. Sinon, ça marche pas, quoi. Peut-être on continue les questions et on répond tout en même temps. On va pas, de toute façon, Bah, en je une sais. heure, on va pas répondre. L'idée, c'est de enfin, de poser les enjeux de chacun et de vous expliquer la démarche qu'on vous propose pour vous accompagner pour le faire. Ça va pas se régler et la réponse va pas se faire en 5 minutes. Mais c'est important qu'on les partage et qu'on les pose, ces enjeux, parce que on est probablement plusieurs à les avoir. Peut-être moi, je peux Mm. prendre le relais. On a, nous, je pense à deux enjeux. Un, effectivement, je rebondis, c'est très financier. Il faut planter des haies, remettre des couverts végétaux, mettre du compost, tout ça, ça a un coût. Et donc, comment on le finance? Euh, Ça passe par la valorisation de la marque. Et donc, ceux qui créent des marques, et donc je pense que Château Galoupé, c'est un peu similaire, mais on peut avoir cette chance-là de peut-être mieux valoriser la marque. Mais il faut aussi, enfin, j'essaie de penser pour l'ensemble des vignerons, et donc qui n'ont pas forcément ce branding, ce truc-là, et qui sont plus dépendants des prix de marché. Comment on finance tout ça? Nous, on a exploré pas mal de choses. On a des contrats avec certains de nos clients qui flèchent vers nous leur budget biodiversité. On a exploré les sujets de crédit, carbone, slash biodiv, etc. Pour autant, j'ai l'impression que ce qu'il faut réussir à trouver, c'est d'intégrer dans le prix du vin ou de la bouteille ou des produits directement les coûts de restauration. Et que si c'est pas intégré, bah, du coup, dans un sens, le produit abîme, quoi. Et ça, c'est pas possible. Et comment on fait bien passer ça au client, ce qui est un grand défi, et qui rejoint le sujet de marketing qu'on mentionnait. Et puis, notre autre sujet, c'est peut-être le sujet du temps. Je vois que dans tous les sujets de régénération, de transition, etc., il y a la question du temps. Comment est-ce qu'on peut offrir du temps long ou de la visibilité dans le temps à nos producteurs, à nos viticulteurs, euh, et visibilité aussi sur les coûts, sur les budgets. Et tout ça, ça aide aussi, je pense, quand le viticulteur est plus serein sur son commerce, enfin, sur sa visibilité pluriannuelle, bah, il est peut-être plus aware aussi ou plus ouvert à travailler les sujets de transition qui sont des sujets du temps long aussi, parce que quand on plante, bah, c'est pour 10, 20, 50 ans. Et donc ça, pour moi, c'est les contrats filières qu'on n'a pas encore réussi à craquer chez OE, mais qui sont vraiment sur la table et qu'on essaie de prendre par les cornes. Et donc, voilà, c'est peut-être notre deuxième sujet. Super. Merci Thomas. Qui veut prendre la main sur la suite? Moi, si je peux rebondir sur ce qui a été évoqué, je suis assez en phase avec les différents points. Il y a un enjeu consommateur final qui est quand même très fort. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, sur la quasi-totalité des productions, on a toutes les billes et les clés techniques pour pouvoir déployer des systèmes régénératifs qui forcément doivent s'adapter en fonction du contexte de chaque agriculteur, chaque système de production, etc.
le point de la valorisation finale, c'est aussi un point de qu'est-ce qu'on va faire du régénératif, et notamment comment est-ce qu'on fait pour que le régénératif devienne un standard et pas une gamme premium au-dessus du bio qui en fait va rester une niche. Après, on va se retrouver avec Mm. les plus que bio qui vont acheter du régénératif, mais on va parler de 2% peut-être de la population. Et dans les périodes de contraction économique qu'on connaît et qu'on risque de connaître dans les prochaines années, c'est pas ça qui va porter le passage à l'échelle du régénératif aussi. Donc il y a un enjeu de comment est-ce qu'on arrive à le valoriser au client final sans forcément demander au client final de payer la totalité de l'addition aussi peut-être de ces sujets régénératifs. Euh, et peut-être aussi pour mettre un peu de perspective là-dedans, mais aujourd'hui, c'est pas vrai pour tous les systèmes de production, il y en a où c'est plus complexe que d'autres, mais en réalité, aujourd'hui, avec une agronomie qui est bien dispensée auprès des agriculteurs, on arrive à avoir des systèmes qui économiquement sont bénéfiques pour les agriculteurs. C'est-à-dire où on arrive à avoir des baisses de charges, des vases communicants entre les marges, les charges, etc., qui nous permettent d'implémenter des nouvelles pratiques, des couverts végétaux et autres, et en même temps d'avoir des gains et des réductions de charges sur d'autres éléments aussi du système de production. Encore une fois, c'est pas vrai et c'est pas toujours clair dans tous les systèmes de production, mais typiquement aujourd'hui en grande culture, c'est complètement le cas. On arrive à avoir des systèmes qui sont au bout d'un certain temps, économiquement bénéfique et techniquement bénéfique pour les agriculteurs. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à déployer des systèmes qui font sens d'un point de vue économique au niveau de la production dès le départ, pour avoir ensuite des systèmes agricoles et des systèmes de valorisation produits qui permettent de déployer aussi à l'échelle sur les différentes productions alimentaires ou non alimentaires. Super. Merci Lucas. Avant qu'on commence à rebondir, il nous reste Ludovic et Monica qui n'ont pas encore Oui. partagé le... Moi, Intervenir. Je peux intervenir. Moi, je pense que de toute façon, on a un peu des problématiques similaires. Je vais peut-être enfin, insister sur une qui n'a peut-être pas été mentionnée. En ce qui nous concerne, c'est le changement d'habitude du prestataire. Typiquement, je prends un exemple hein, parmi tant d'autres qu'on a. Les tapissiers. Les tapissiers pourraient très bien utiliser de la laine et notamment de la feutrine pour recouvrir et pour bloquer le produit, donc la laine en vrac, qui remplacerait deux produits actuels, hein, la mousse, la watting qu'ils utilisent, et puis que ce soit le capoc, que ce soit aussi de la mousse en vrac, ou enfin bref, ce qu'ils utilisent actuellement du polystyrène, enfin pas du polystyrène, mais de la mousse expansée. C'est une question d'habitude. Ils sont tellement habitués à utiliser les produits, c'est qu'après, ce qu'on a vu avec le tapissier, désapprendre et réapprendre et réapprécier ce sujet-là. Et en fait, ce qui nous manque, nous, c'est les tapissiers avec lesquels on a travaillé apprécient beaucoup. Il y a un temps d'adaptation et ensuite, on travaille avec quelques boutiques qui vendent de la mousse, hein. Donc, il y a une demande forte de clients, de plus en plus, qui demandent des produits alternatifs et nobles. Et ce qui manque, nous, c'est surtout, je pense, de l'éducation et du marketing, quoi, du marketing ciblé pour accompagner ce secteur qui sait qu'à terme, la mousse, il faudra l'enlever, quoi. Donc, il y a vraiment une question de marketing, hein. Et ensuite, si on remonte la filière chez nous, c'est question de capacité. Donc, j'ai entendu plusieurs qui parlaient de financement, d'aide, etc. Nous, on est très mauvais sur ça. On n'a jamais travaillé la question financement, aide et subvention. Et je pense qu'on aurait intérêt à le faire pour pouvoir nous acheter des machines un peu plus importantes et donc adresser un volume plus important. Voilà. Super. Merci Monica. Et Oui, Ludovic, on oui, te laisse clôturer le... Il n'y a plus rien. Non, c'est vrai que c'est des éléments, voilà, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent hein, sur le sujet compétitivité. Et aussi, voilà, ce sujet que ce soit pas juste des produits inatteignables euh, par les populations qui ont moins les moyens, parce que souvent, au final, on y revient. Et c'est ce qui est pour moi l'enjeu, c'est d'avoir une vision de prendre de la hauteur et de se dire aussi, comme sur les sujets de l'eau, d'un côté, on va mettre des moyens énormes sur la lutte contre les pollutions, de l'autre côté, on a des problématiques de perte de sol, etc. Et en fait, si on prend vraiment une hauteur par rapport à ça, on se dit, mais si les pratiques agroécologiques étaient mises en place, on n'aurait pas toutes ces dépenses derrière
de dépollution de l'eau, des milieux, etc. Et en fait, pour moi, ça, c'est un des gros enjeux, c'est de montrer que au lieu de dépenser, alors c'est pas souvent, c'est pas les mêmes personnes qui dépensent. Donc derrière, il y a ce flux financier tôt ou tard à remettre en place, mais c'est plutôt que de mettre en place des systèmes de barrage, etc., de revoir en fait tout un modèle. Mais ça, en fait, ça appelle à un deuxième point, c'est la coopération territoriale et le enfin voilà, décloisonner un peu les différents services. Il y a des services agriculture, des services eau, des services. Ah, c'est quand même assez particulier, hein. J'ai fait l'exercice de contacter plusieurs opérateurs territoriaux. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. Ils sont tous cloisonnés. Et c'est vrai que quand on parle, quand on a une vision un peu plus holistique sur l'eau, les sols et le vivant, eh bien on parle des trois en même temps. Et aujourd'hui, on n'a pas un fonctionnement aussi en face qui fonctionne de cette manière. Donc c'est vraiment comment, voilà aussi simplifier et regrouper les différents acteurs et aussi avoir un côté réactif parce que le problème, enfin, les sujets qu'on a aujourd'hui, bon, ils vont être d'autant plus importants dans 10 20 ans et l'idée c'est pas de démarrer dans 10 20 ans, c'est de démarrer dès maintenant. Ça pour moi il y a un gros point. Et après, voilà, sur les pratiques, voilà, coopération territoriale, financement. Et après, derrière, c'est toujours le sujet, par exemple, des coopérateurs ou des petites structures, c'est l'accompagnement derrière. Mais donc, qui dit accompagnement, dit ressources, dit financement. Et après, c'est aussi, voilà, les volontés politiques. Clairement, si les volontés politiques ne sont pas en place, hein, au niveau des différents scopes territoriaux, ça sert à rien de. Enfin, c'est très compliqué d'avancer sans ce mouvement politique. Et en sachant qu'aussi, il faut être aussi clair là-dessus, il y a aussi ceux qui ont aucun intérêt à faire du régénératif et visent la rentabilité à court terme. Et donc, dans ces Mm. cas-là, on a les problématiques on va dire, de bâtons dans les roues par toutes personnes voilà, qui ont un désavantage à faire du régénératif aujourd'hui. Enfin, ça, c'est pour le coup, faut l'avoir bien en tête. Juste avant de repasser la main à Andrea, Attends, Jérémy, il y a ouais. Florian Ah, il y de a Florian d'Exarm qui a pas qui est parlé? là. Il est là, il n'a pas parlé. Ah, ok. Florian? Ouais, désolé, excusez-moi, je fais plusieurs choses en même temps et des réunions qui se chevauchent. Et C'était, partager nos enjeux. pardon, c'était quoi la question de départ? Parce que du coup, j'ai suivi les réponses des uns et des autres, mais On en j'ai est pas à lu un peu le fait. partager les enjeux que chacun rencontre pour mettre en place et vivre de la régénération. Et vivre avec, voilà, vivre bien dans la mise en place de produits et de services régénératifs. Quels sont les enjeux que vous rencontrez aujourd'hui? Euh, je vais pas forcément répondre totalement à la question. Je vais me placer du côté des agriculteurs. Je pense que, et ça sera une réponse aussi pour peut-être les organisations qui travaillent avec les agriculteurs, enfin, en tout cas qui ont des clients ou des appros de leur côté. Moi, je vois plutôt la régénération comme un outil qui va permettre justement à demain de continuer à vivre du métier. C'est-à-dire répondre aux risques en fait qui s'amoncellent et qui vont être de plus en plus importants avec le changement climatique, les risques sociaux, les risques divers et variés. Donc c'est plutôt dans cet état d'esprit-là, moi, que j'ai envie de faire une réponse. Construire une agriculture qui puisse répondre à ces risques-là. Je pense que la régénération, elle doit servir à ça. Et du coup, par effet de ricochet, toutes les organisations qui dépendent de l'agriculture ont intérêt à ce que l'agriculture puisse se mouvoir face à ces enjeux-là euh, pour gagner en résilience. Voilà. Donc, très bien, je vais essayer de faire très bref parce que de toute façon, Andrea va apporter des Jérémy, réponses à dans la travers phase d'après, oui. juste après dans la phase d'après. Sur le Miro, je vais rajouter les services socio-écosystémiques qu'on a normés CSRD. Et effectivement, le niveau réglementaire de normalisation est bas. Mais c'est pas pour autant qu'il peut pas y avoir des subventions et qu'il y a dans cette démarche CSRD la nécessité d'avoir des cahiers des charges exigeants et évolutifs
qu'il y a des coûts et il y a des économies, comme a été signalé avant, mais nous, on va avoir une approche par les gains. Donc, il y a un investissement sur les 10 ans, et il y a des gains individuels et collectifs, et c'est sur les gains, puisque nous sommes en économie de la mutualité et en multi-capitaux. Donc, on parle de capitaux et non pas de coûts. Et donc, on va avoir le capital financier, le capital vivant et le capital naturel. Et c'est l'approche par les gains qui vraiment définit la régénération en tissant des liens mutuellement bénéfiques. Donc, si j'en arrive à des sujets pratico-pratiques, quand on travaille avec Orange, ils nous disent comment j'intègre l'ESG by design dans la conception d'un produit. Donc là, c'est vraiment avoir des arguments aussi bien financiers qui peuvent venir de la finance ou de la RSE, enfin, ou de la finance, mais aussi des indicateurs d'impact à réduire ou contributifs au niveau environnemental et sociétal. Comment les avoir au moment de la conception. Quand on travaille avec Occitane, ça va être la question de la marge. Comment finalement je dégage plus de marge. Et donc, ça m'amène à, quand on travaille avec une filière, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une ambition commune et comment on co-investit pour quel gain au final qu'on se répartit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on développe vraiment la coopération, on en arrive à une zone de confort qui permet, à travers par exemple des contrats longs, d'être très clair sur un co-investissement et un investissement mutuel pour des gains qui vont prendre un certain temps à arriver sans plomber le compte d'exploitation. Donc en lissant dans le temps sur 10 ans des investissements. Donc nous, juste, voilà, je repasse la main à Andrea, on intègre dans la conception les enjeux économiques et grâce à des liens mutuellement bénéfiques, on arrive à avoir des démarches de co-investissement, de co-capitalisation avec vraiment des enjeux, enfin une clarté sur on investit combien, qui fait quoi, comment je m'y retrouve, et finalement on a moins d'effets de surmarge parce que les acteurs sont plus sécurisés. Mais ça demande de lever tous les rouages que vous avez identifiés avant. Et c'est des rouages qui ont lieu des fois pour du vin en Bourgogne. Ou de la laine, comme là j'ai partagé le case study laine pour Monica, enfin ce qu'on propose sur la filière laine. Ce qui est intéressant dans la filière laine, c'est qu'il y a des choses qui existent déjà, et sur la filière laine, je ne me retrouve plus, je n'ai plus l'exemple, mais tu as des plaids qui sont faits dans le sud-ouest. Et donc il y a vraiment voilà, un très très bel exemple. Et je vous ai partagé les enjeux du Made in France. Sachez que l'année prochaine sera l'année du Made in France accessible, et que nous avons un point de vue sur... c'est pas vraiment une question d'accessibilité, c'est une question de performance en triple impact, et vous avez une note là-dessus. Je passe la main à Andrea. Super. Merci, Jérémy. Si tu veux bien juste partager ton micro à toi, parce que j'ai un petit souci. Je veux bien que tu partages la slide. En tout cas, pour faire la transition entre vos enjeux et ce qu'on vous propose, nous, avec cette approche Region Circle, c'est de bien comprendre le problème, mais j'ai bien la sensation que là, aujourd'hui, en tout cas, vous êtes bien pionnier, que vous êtes assez avancé dans votre réflexion et dans les stratégies que vous avez mis en place. Il y a quand même encore un enjeu de déconstruction et de reconstruction de l'ensemble de la chaîne de valeur qui peut être intéressant à faire, parce que j'ai entendu plusieurs d'entre vous parler de client final et le fait que c'est le client final qui doit accepter de payer un coût plus élevé. Et donc, du coup, on n'a pas forcément justement questionné le fait de est-ce qu'on ne pourrait pas, comme Jérémy le disait, co-investir, partager les coûts et ne pas partager que la valeur, mais vraiment se poser la question de qui doit être autour de la table avec nous lors de nos décisions stratégiques qu'on mène pour créer un produit, de manière à ce que les coûts ne soient pas que
sur notre entreprise, sur nos épaules? Est-ce qu'on n'a pas des partenaires qui pourraient partager nos coûts? Et donc, les bénéfices qui sont créés, bah, en fait, c'est des bénéfices financiers, comme Jérémy le dit, mais il y a aussi d'autres types de bénéfices qui ne sont pas exploités ou dont ne jouit pas uniquement un client final, mais il y a aussi bah, des habitants dans les régions, il y a aussi d'autres utilisateurs, enfin voilà, des services publics qui peuvent en bénéficier bah, justement d'une eau plus pure, d'un air plus pur aussi, enfin voilà, d'une certaine offre culturelle bien-être qui se développe grâce à une certaine entreprise. Donc, nous, ce qu'on vous propose, en fait, comme démarche, c'est de suivre le principe du business model Canva de l'entreprise régénérative. Qu'est-ce que c'est? Bah, en fait, c'est vraiment une démarche en 5 étapes qui va permettre à une structure bah, de créer une proposition de valeur qui est intéressante à la fois pour les fournisseurs et pour les consommateurs. Donc, à la fois pour l'ensemble de l'écosystème qui doit se réunir autour de la table. Et la particularité, justement, de cette démarche, régénérative qu'on vous propose, c'est qu'il y a une réflexion dans le temps. Jérémy l'a déjà dit, on réfléchit, on se positionne à 10 ans, mais c'est pas parce qu'on se positionne à 10 ans qu'on va rien faire dès aujourd'hui. Mais on se donne un cap, on se fixe un cap, nous, avec nos équipes en interne, aussi avec nos partenaires. Et donc, on va identifier dans plusieurs ateliers bah, quels sont nos partenaires actuels, nos clients actuels. On va réfléchir aussi à quelles sont les ressources que nous utilisons ou qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc, on est sur l'échelle temporelle de aujourd'hui, 2025-2026. Donc, quelles ressources naturelles j'ai à ma disposition? Quelles sont mes ressources humaines? Quelles sont mes ressources financières? Quels sont bah, mes clients et mes fournisseurs aujourd'hui? Quelle est ma chaîne de valeur aujourd'hui? Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, une fois qu'on a identifié bah, notre état de lieu aujourd'hui et qu'on l'aura bien compris, bien décomposé, et ben, on va se projeter dans 5 à 10 ans pour bah, justement identifier bah, quels sont les partenaires futurs dont on a besoin, quels sont les partenaires clés qui nous sont indispensables et qu'on n'a pas aujourd'hui, et quels sont aussi bah, les futurs clients, parce qu'on on les a peut-être pas forcément tous intégrés dans notre réflexion actuelle. Et de la même manière où aujourd'hui on était dans une logique de ressources, parce que c'est un peu le standard dans le monde économique, dans la plupart des entreprises, et bah, demain, on va se placer dans cette réflexion en triple capital. Donc, comme on disait, il y a un capital naturel, il y a un capital vivant, il y a un capital financier qui va devoir être co-développé, pas que par nous en tant qu'entreprise, mais aussi par bah, les acteurs, les partenaires clés que nous aurons identifiés. Et donc, une fois que bah, on aura réfléchi à cette chaîne de valeur actuelle, à la chaîne de valeur future, en identifiant ces partenaires clés, bah, on va pouvoir aussi formaliser une proposition de valeur régénérative et on va pouvoir concrètement rentrer, pas seulement dans une feuille de route avec des jalons, mais concrètement se poser la question en interne dans nos équipes, à quels sont les différents horizons de temps et qu'est-ce qu'on doit faire à telle échelle pour bah, faire avancer notre projet. C'est pas nous qui allons faire le travail à votre place. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de ponctuer en fait votre réflexion sur une durée de 6 à 8 mois et de fixer les dates ensemble et donc de définir avec vous bah, les activités, les actions qui sont à mener en interne chez vous avec des partenaires, enfin voilà, qu'on pourra identifier ensemble. On peut aussi vous accompagner au fur et à mesure si nécessaire, mais on est vraiment dans cette logique-là on vous propose une méthode, une démarche en 5 étapes avec des objectifs clairs à chaque fois qu'on doit atteindre, avec des réponses qu'on doit pouvoir apporter. Donc, clairement, déconstruire et clairement comprendre et faire l'analyse de sa chaîne de valeur actuelle avec la cartographie des parties prenantes aujourd'hui, le redesign de la chaîne de valeur future
la sélection du coup des parties prenantes futures qui sont indispensables, une réflexion sur la proposition de valeur actuelle. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on propose? On a peut-être un produit au sein de notre entreprise et c'est aussi ça le point différenciant avec d'autres démarches que vous allez, enfin, que vous avez connues tous, parce que vous avez mentionné à plusieurs fois la CEC et même d'autres référentiels. La particularité en fait du business model Canva de l'entreprise régénérative, c'est qu'on se place vraiment au niveau de la création d'un produit ou d'un service concret. On y va, on réfléchit pas au niveau corporate, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que bah, toute l'entreprise elle fasse le shift et que toute l'entreprise puisse être qualifiée de régénérative. Mais l'ambition, c'est déjà bah, de créer un produit, un service qui soit régénératif et que bah, on n'ait pas peur de communiquer bah, sur ce produit, sur l'ensemble de, bah, du coup, de l'ACV, de ne pas avoir peur de nous faire accuser de greenwashing ou autre, de nous dire qu'on n'est pas parfait. Parce qu'on agit vraiment à l'échelle d'un produit. Et là, bah, si on se met autour de la table avec les bonnes personnes, bah, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir dire que bah, on a créé un produit régénératif. Et nous, c'est vraiment ce genre d'accompagnement qu'on vous propose pour monter cette première étape, trouver les partenaires clés, créer le produit. Et puis après, arriver aussi sur un atterrissage comptable et sur bah, quel, euh, quel business model qui soit intéressant à la fois pour nous en tant que bah, entrepreneurs ou collaborateurs ou directeurs ou managers, donc pour nous en tant qu'entreprise, quel est notre modèle d'affaires, mais en fait, il faut que ça soit prospère pour nous, mais aussi pour les autres partenaires autour de la table. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu et la proposition qu'on vous fait. Et la particularité d'un Regenerative Circle versus un accompagnement typique individuel de business model Canva de l'entreprise régénérative, c'est que bah, on vous met déjà autour de la table d'autres acteurs qui sont pionniers comme vous déjà sur ces sujets-là, qui ont envie de se lancer, qui ont déjà des pratiques et qui peuvent bah, du coup échanger avec vous et bah, enrichir les débats. Donc, nous allons pouvoir déjà structurer un écosystème d'accélération des projets régénératifs. Nous avons commencé aujourd'hui par faire le tour de table. Ben, vous avez compris, enfin voilà que il y a énormément de choses à dire, qu'on peut rebondir, qu'on peut s'enrichir les uns les autres. Donc c'est vraiment ça la dynamique d'un Regenerative Circle, c'est de monter collectivement en compétences en se basant aussi sur les retours d'expérience des uns des autres, sur bah, aussi les savoirs que quelqu'un peut déjà avoir et donc du coup bah, qui peut permettre à l'ensemble d'une filière d'avancer plus vite parce qu'on ne va pas dédoubler et dépenser de l'argent si quelqu'un d'autre l'a déjà fait et qu'il est disponible bah, à partager les enseignements avec nous. Et l'idée, c'est aussi bah, de permettre de lancer bah, plusieurs innovations profitables en triple impact dans les années à venir. Et donc, bah, de montrer justement que bah, la régénération, ça marche. Il y a l'agriculture régénérative, mais on peut aussi créer d'autres bénéfices, d'autres services socio-écosystémiques dont tout le monde peut bénéficier, peut profiter. Et bah, du coup, c'est vraiment ça, ça l'enjeu. Donc, c'est notre objectif, il est vraiment de faire advenir cette économie régénérative qui est en faveur du vivant humain et non humain. Et on met bien l'accent aussi sur l'aspect humain et non humain. C'est nous, les humains, qui nous sommes en train de nous mettre en action parce que nous avons compris le problème et nous avons aussi compris que, bah, on a besoin du non-humain. Et donc, du coup, c'est vraiment dans cette dynamique-là que on avance. Et puis, concrètement, voilà, je vais pas forcément repasser énormément de temps là-dessus, mais l'objectif est de vous proposer de nous organiser autour d'un ce qu'on appelle un Regenerative Circle agro ou agri-agro, qu'on soit 5 à 6 acteurs, donc 5 à 6 entreprises différentes autour de la table pour pouvoir vraiment bah, nous enrichir, monter en compétences et avancer et se fixer ensemble de commun accord bah, 5 journées sur une durée de 6 à 12 mois
pour avancer concrètement sur le business model régénératif et, euh, et pouvoir vous accompagner, soit vous inspirer parce que vous êtes peut-être aujourd'hui peut-être au niveau de la neutralité. Et donc, du coup, ce sera aussi intéressant d'avoir là où vous souhaitez aller, là où vous en êtes et quelle est votre ambition. Et donc, du coup, on peut vous aider à vous inspirer, à vous projeter, à trouver des idées de produits régénératifs à développer au sein de votre structure dans les années à venir. C'est aussi possible de travailler plus concrètement, de vous accompagner sur une idée concrète que vous avez et donc du coup de vous alerter et de craquer tous les blocages que vous avez, donc du coup, de vous ouvrir les possibles afin de réaliser cette prospérité en triple impact. Et voilà, on vous propose ça de manière organisée, donc du coup coordonnée par nous, l'équipe Nous sommes vivants, donc Jérémy, moi et Laurence, plus éventuellement Alban qui pourra aussi se rendre disponible si besoin, si nécessaire. On vous propose de faire ça à 5-6 structures et, euh, et je passe la parole à Laurence pour... Juste qu'on se pose la question pardon. de réunir, et ça c'est une question de nombre d'acteurs, hein, tout le monde dans un même cercle, euh, et ou d'ajouter un sous-cercle légumineuse, laine, sur lequel on a avancé, vin, bois. Ça dépend du nombre d'acteurs, parce que pour lancer un cercle, il nous faut 6 acteurs. Donc soit on a 6 acteurs globaux, soit on arrive à avoir un certain nombre d'acteurs qui nous permet, et peut-être il n'y a pas de global, il n'y a que du vin ou que de la laine. Voilà, ça c'est une question dont on ne sait pas et on ne saura pas avant un petit moment que tout le monde se soit manifesté. Je passe la main à Laurence. Donc, comme l'a dit Andrea, voilà un petit peu comment concrètement ça se passerait. Une fois que chacun est convaincu de l'intérêt de cette démarche, il s'inscrit et on va avoir une réunion de 2 heures d'onboarding. Dans cette réunion, on va prendre le temps de mieux se connaître, parce que là, c'était juste vraiment une introduction, c'est vraiment de la découverte, de mieux se connaître, de mieux se poser, de détailler le programme plus profondément, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu dans tout ce qu'on vous donne et on vous a donné vraiment un tout petit échantillon. Donc, vous détaillez le programme, vous précisez un petit peu tous les éléments logistiques et notamment planifier les ateliers et les séances. Et puis répondre à l'ensemble des questions, commencer à poser un certain nombre d'enjeux, de problématiques de chacun et de permettre à chacun de se préparer. Pourquoi? Parce que on va avoir donc 6 ateliers répartis dans l'année d'une journée et qu'en amont de ces ateliers, il y aura bien sûr un certain nombre de choses à préparer pour que cette journée soit la plus productive possible. Euh, donc, on préparera aussi tous les éléments et on partagera tous les éléments qui seraient intéressants à préparer en amont pour mettre cette journée au profit maximum de votre entreprise. Chaque atelier se déroule de la façon suivante. Le matin, c'est plutôt quelque chose d'un petit peu plus théorique, c'est-à-dire qu'on vous amène la méthode, les concepts, et on vous familiarise avec cette méthode et ces concepts. Et l'après-midi, on vous accompagne pour appliquer cette méthode concrètement pour vous. Donc dans l'atelier 1, l'objectif, ça va être vraiment un bilan, une prise de conscience, un focus sur ce qui est actuellement dans la chaîne de valeur, donc poser cette chaîne de valeur actuelle, d'identifier, donc comme on l'a vu, amont, cœur d'activité et aval, et d'identifier toutes les parties prenantes qui sont engagées dans la création de valeur de cette chaîne. C'est important parce qu'une fois qu'on a cette vision-là, l'objectif va être de mettre en lumière sur une partie de l'activité, donc soit en amont, soit en cœur, soit en aval, d'identifier les endroits où les impacts sont le plus négatif possible. Et surtout, l'endroit où les étapes dans la chaîne de valeur où on pense que collectivement, on peut avoir le plus d'impact. Petit point de clarification, souvent nous on parle de la transformation d'une offre actuelle, ça peut être un vin Bourgogne dont la dénomination est X, ou ça peut être la création ad hoc d'un produit qui n'était pas dans la gamme. Mais de toute façon, on pose la chaîne de valeur dans les deux cas.
Voilà, donc l'idée, c'est d'identifier l'étape ou les étapes où vous estimez qu'il y a les plus gros impacts négatifs et où vous estimez qu'il y a les meilleurs leviers d'action collective possibles. Et ensuite, on va identifier les services collectivement avec les parties prenantes on pourrait rendre à l'ensemble de l'écosystème, de façon à ce que, on a dit tout à l'heure que ça devait être mutuellement bénéfique, en investissement et en bénéfice, l'idée c'est de définir ensemble sur quel service socio-économique on aimerait mettre le focus pour pouvoir ensuite identifier à la fin l'ensemble des mesures qui vont nous permettre de mesurer l'évolution de l'impact de ce que de ce que nous sommes en train de mettre en place. Donc ça, c'est une vision sur l'atelier 1 de là où on en est, là où on a les impacts les plus importants et là où on aimerait mettre notre focus dans notre territoire, dans un territoire donné, parce que les services socio-écosystémiques s'inscrivent dans un territoire donné, les services sur lesquels on aimerait se focaliser. Le deuxième atelier, qui serait une autre journée, un peu quelques temps après, va être cette fois-ci de se projeter sur la chaîne de valeur du futur. La chaîne de valeur régénérative qui va nous permettre de produire des externalités positives supérieures aux externalités négatives. Donc l'idée, ça va être de poser cette chaîne de valeur régénérative. Et donc, à partir de l'endroit là où on a identifié qu'il y avait les impacts les plus importants et quels services on voulait mettre en place, eh bien, on va poser les nouveaux éléments de cette chaîne de valeur et on va identifier les parties prenantes parce que pour certaines parties prenantes, ce seront les mêmes acteurs. Pour d'autres, il y aura des acteurs qui nous manquent et qu'il va falloir impliquer pour pouvoir adresser cette perspective de la nouvelle chaîne de valeur, toujours avec les 3 éléments, amont, cœur et aval. Et donc, en identifiant ces parties prenantes, parce qu'on voit très bien on est dans un écosystème, on est tous interdépendants, ces activités et le rôle de chacun est très important, on a des liens forts à tisser ou qui existent, et donc c'est ensemble que l'on pourra adresser ces enjeux importants. Et donc, pourquoi? Parce que l'objectif à partir de là, c'est parmi l'ensemble de ces acteurs, lesquels sont stratégiques et lesquels sont particulièrement importants à mobiliser pour arriver à réussir dans cette démarche. L'atelier 3 va nous permettre, une fois qu'on a cette nouvelle chaîne de valeur, de travailler sur notre produit ou notre service régénératif et donc de travailler à cette fameuse proposition de valeur. Cette proposition de valeur qui va être fondamentale à la fois pour embarquer les acteurs de l'amont, embarquer l'entreprise et embarquer aussi les consommateurs. Parce que dans cet atelier, on va s'attarder à prendre en compte plusieurs choses, les besoins et les désirs des consommateurs, de notre futur produit ou de notre futur service. Donc c'est là où on va vraiment tenir compte de ça. On va aussi tenir compte des bénéfices de nos consommateurs, rationnels ou irrationnels, que ce futur service ou ce futur produit va apporter. On va aussi travailler sur quels sont les éléments de preuve dont les consommateurs auraient besoin. Et donc, on va parler certification, label, on partira de tous ces éléments-là. L'idée étant de définir les principes, la valeur fondamentale qu'on a envie d'apporter à travers ce nouveau service ou ce nouveau produit. Et donc, à partir de ces éléments-là, de créer une promesse qui soit réaliste, concrète et tenable dans un horizon à 10 ans. D'accord? Donc, on va vraiment travailler sur cette proposition parce que vous l'avez dit dans les enjeux, c'est comment on embarque nos consommateurs dans cette idée-là. Il y a à la fois cette dualité qui est de dire, ils sont pour certains, ils sont sensibles à un certain langage où on prend soin, on fait attention, on protège, on développe, on est régénératif. Et puis de l'autre côté, il faut aussi que l'équation économique, tout le monde s'y retrouve. Donc, on va travailler sur cette proposition de valeur régénérative. Dans l'atelier 4, qui sera encore une journée à part entière, là, on va rentrer dans la planification stratégique. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire atterrir tous ces concepts, toutes ces belles idées dans quelque chose d'extrêmement concret et pratique. C'est-à-dire que on a décrit à travers cette proposition de valeur, on a commencé à designer les éléments structurants d'un produit ou d'un service futur à 10 ans. Mais pour arriver sur cette innovation qui va transformer complètement nos façons de faire dans l'écosystème, eh bien, on va devoir passer par une phase de transition. On doit travailler sur une innovation de transition qui souvent est à 4-5 ans. Et ça va être important là de travailler justement sur ces 3 horizons, court terme maintenant,
moyen terme, innovation de transition et long terme, cette innovation qui est transformante et qui va permettre de justement produire un service ou un produit régénératif. Juste un élément de clarification sur oh là là 10 ans, mais de quoi parle-t-il? Effectivement, aujourd'hui, on veut être rentable à 3 ans et on voudrait bien lancer une innovation l'année prochaine ou cette année, quoi. Donc, c'est théorique, mais c'est vrai que la régénération prend du temps, donc on aura des impacts mesurés, mesurables et mesurés à une certaine échéance et une amélioration de ces indicateurs à une certaine échéance. Donc, nous, on se dit, allez, à 10 ans, on peut s'engager à avoir une contribution mesurable et mesurée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 10 ans. Ensuite, tout le but, le but du jeu, c'est d'avoir une innovation de transition qui n'est pas parfaite, mais qui permet d'avoir un seuil de rentabilité et de cranter vers l'objectif. Donc, effectivement, dans certains cas, quand on travaille avec de certaines marques, ils disent, l'innovation qu'on va lancer, elle sera pas bio ou elle sera pas locale. Elle sera pas forcément régénérative, mais on sera en chemin. Et donc, voilà, c'est réaliste. Mais c'est aussi stratégique parce que ça permet vraiment de faire pivoter cette production et d'abandonner rapidement ce produit qui est vraiment, qui n'est plus possible d'avoir dans notre gamme, quoi. Et dans certains cas, on a des entreprises qui sont déjà régénératives et qui parlent de restaurer les écosystèmes, de responsabilité, alors qu'ils ont des cahiers des charges qui, dans 6 mois, pourraient être labellisés, les ingrédients pourraient être labellisés Regenerative Organic Certified. Et en fait, l'innovation dont on parle, elle peut être mise sur le marché dans 6 mois. Donc voilà, juste une temporalité qui est là pour dans un cadre général, mais on n'est pas en train de dire qu'on va... Voilà. Et ce qu'on veut, c'est des impacts économiques. On veut une viabilité en triple impact, et en temps 1 et en temps 10, c'est ce que va dire Laurence. Et donc, dans cette planification, ce qui est à préciser, c'est que bien sûr, ça n'est pas que votre entreprise, mais c'est l'écosystème, les partenaires stratégiques qu'on a identifiés dans le redesign de la chaîne de valeur future, que l'on embarque parce que c'est ensemble et dans une approche écosystémique que l'on intervient. Et puis le dernier élément, qui est un élément fondamental, qui sont les indicateurs, qui sont les premières actions, qui sont les indicateurs qui sont alignés avec la CSRD et qui permettent de suivre, de mesurer et de suivre les progrès effectifs des impacts générés, des services socio-économiques sur lesquels on a choisi de travailler en amont, eh bien, mesurer comment depuis le jour 1 jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, dans toutes les étapes pour pouvoir les mesurer et mesurer l'impact concret. Toujours avec cette notion de triple bottom line, donc social, environnemental et financier. Et on est donc viable à chaque fois en triple sur ces 3 piliers-là, hein. Donc on ne peut pas implanter le pied net de l'entreprise. Voilà. Voilà, Donc, je vais passer vite sur les avantages, je vous les laisserai regarder. Je pense que ce qui est surtout important dans les 15 minutes qui restent là, de vous donner un petit point quand même sur la partie modalité financière. Donc, c'est un accompagnement qui représente donc un coût pour les entreprises, bien sûr, mais un investissement qui est important parce que c'est un investissement qui va permettre justement de produire et d'accompagner, de vous accompagner dans cette mise en place de façon extrêmement concrète et précise. Et ça coûte donc 5 500 euros. Donc là, on a mis le tarif hors taxe, donc ça fait 5 675 TTC pour l'ensemble des ateliers, avec possibilité entre chaque atelier, si vous le souhaitez, d'expertise sur mesure, si besoin. Voilà, donc voilà. Magnifique. La différence avec le business model qu'on a déjà commercialisé, qui coûte, qui est un investissement super cool à faire de 30 000 euros, l'entreprise engage l'ensemble de ses parties prenantes. Donc, on travaille avec un prestataire qui fait appel à nous et on réunit l'ensemble des partenaires d'une filière et c'est animé par 2 animateurs sur 5 jours. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose, mais en multi-acteurs, ce qui permet d'avoir des modalités financières moindres et surtout quelque chose qui est vraiment précieux, qui est l'entraide, mais au-delà de ça, d'arriver à avoir les bons acteurs dans cet écosystème pour pouvoir lever les freins que vous avez identifiés tout à l'heure. C'est à la fois réfléchir à ma stratégie avant d'aller voir les équipes,
réfléchir à mes parties prenantes et discuter avec des parties prenantes de mon écosystème pour arriver à solutionner des freins et en faire des leviers collectifs. Et puis d'autre part, quand vous repartez outillé, vous avez l'ensemble des éléments qu'on vous a transmis pour pouvoir le faire, vous, avec votre écosystème, et sachant que vous avez déjà posé un grand nombre d'éléments, de jalons, de plans d'action qui sont extrêmement structurants pour vous aider à avancer. Du coup, dans les 10 minutes qui restent, pour qu'on puisse garder le timing, ce qu'on voudrait, c'est répondre à vos questions et puis voir éventuellement si vous avez voilà, des freins, des choses qui vous manquent pour avancer, pour nous rejoindre dans cette aventure. Donc du coup, là, on aimerait plutôt vous donner la parole. Un moment où c'est encore de la co-construction, puisqu'on se lance dans cette aventure avec les équipes et avec vous. Est-ce que vous avez des réactions à chaud? Est-ce que vous avez, voilà, on serait preneuse de vos retours, de vos réactions, de vos remarques, de vos questions. Oui, ah, pardon. Michel, oui. Oui, j'avais juste un petit commentaire. Euh, Oui, il me bon, semble que voilà, vas-y. pardon. Il me semble qu'il y aurait peut-être deux filières, enfin deux groupes à constituer, enfin en tout cas deux aspects agricoles bien différents, qui sont les filières alimentaires d'un côté et les filières non alimentaires de l'autre, qui sont, je pense, d'une nature quand même assez différente. Euh, Les matériaux biosourcés, c'est ça? ouais, par exemple, mais c'est la laine, on a parlé de la laine, on a parlé des fibres, ça rejoint le Oui, caractère mais non la laine, il y a alimentaire, le hein. mouton. Il y a le mouton. Enfin, je veux dire, il y a la viande et le lait du mouton. Oui, d'accord. Mais Mais effectivement, c'est un il y a des usage non alimentaire opportunités. d'un coproduit agricole, Il y a des opportunités avec un groupe comme Michelin de travailler sur des matériaux biosourcés. Ouais. par exemple. Thomas, Donc, avant de nous quitter, est-ce que tu as Ouais, des un petit mot. Oui. Ouais, mots? très brièvement, et désolé, il faut que je file un peu plus vite que prévu. Euh, je trouve la démarche très saine, je trouve cool de s'intégrer dans le temps long, etc. Pour nous, OE, il y a un sujet financement parce qu'on est encore tout petit, etc. Mais à discuter entre nous, je pense. Et puis, effectivement, il y a une force du jouet collectif. Je me demande s'il n'y a pas un intérêt à être filière vin et trouver des acteurs de la filière vin. Et en même temps, je trouve chouette aussi d'avoir des acteurs d'autres filières pour penser plus large que juste les réflexes, peut-être un peu tradis parfois de la filière vin. Voilà, c'est un peu ouvert ce que je dis, mais On se reparle, je t'appelle la semaine prochaine avec Alban et on est parti sur 20, mais plus largement alcool. oui, 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 tout à fait. Et en Et, fait, on a coupé Michel. Ouais, on a coupé la parole à Michel tout à l'heure. exactement. Mm. non, 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 pas tant que ça, c'est pas grave. Vous avez cité Michelin, alors je ne sais pas si c'est une société avec qui vous travaillez déjà ou il y a déjà des contacts. Il y a des échanges, donc il suffirait Ouais, là aussi de faire un point et de d'accord. les rappeler. Ok. Parce que moi, je pensais effectivement, dans la logique chaîne, où en fait, on a l'agro, on a l'extraction, on a le fabricant intermédiaire, on a le client final, on a toute une chaîne qui est assez longue. Peut-être le plus grand moteur, c'est celui, enfin, faut identifier dans cette chaîne-là qui est le moteur le plus actif, qui pourrait porter la réflexion sur l'ensemble de la filière. Dans mon cas, Guatex, c'est une petite start-up. On est tout petit. Je suis pas sûr qu'on ait les reins assez solides pour porter la réflexion sur l'ensemble de la filière, même si on le fait. En fait, on le fait, on l'a pas formalisé aussi bien que vous le faites, mais forcément, on le fait. Par contre, j'ai des acteurs et des clients à moi qui pourraient être intéressés à rentrer dans la démarche Très et bien, qui, à c'est ce bon. moment-là, me demanderaient de les accompagner. Mais je vais en parler à certains de mes clients qui, à mon sens, pourraient être intéressés à s'engager dans cette démarche-là parce que pour eux, ça aurait une vraie valeur commerciale. C'est-à-dire, ils sont déjà en train de réfléchir à comment ils vont vendre le produit fini et le fait qu'il y ait une sorte de label régénératif, ça donnerait de la valeur à leur produit. Alors, c'est les ingrédients, hein, ou les composants. Attention, parce que quand on parle de pneus, il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Non, 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 mais moi je parle pas du pneu. Tout ce que je viens de vous dire, c'est absolument pas le pneu. Aujourd'hui, D'accord. Michelin, il me parle même pas, hein. Euh, Il y a des recherches en R&D très intéressantes chez Michelin. oui, oui, non, mais ça fait 20 ans que je travaille avec Michelin, que je leur parle, mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas intéressés à mes produits. Ils considèrent que le niveau de maturité n'est pas suffisant pour que ça ait un intérêt chez eux. Donc, ils sont en veille par rapport à cette nouvelle filière qui émerge, mais aujourd'hui, ils n'investissent pas dans cette filière.
c'est un choix qu'ils ont fait eux, que je D'accord, je suis pas respecte pas sûr de souci. de. J'ai des échos différents, donc on va se poser. D'accord, bah, on peut en reparler en aparté. Effectivement, la Rendez-vous à démarche prendre. d'amener des acteurs autres et de nous aider est fondamentale à la réussite. Mhm. Ok. Super. Monica, euh, Lucas, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des... Non, c'est très clair pour moi. Merci. Quel est un peu votre retour peut-être sur ce qu'on vous a présenté? Non, c'est intéressant. Je pense que l'approche est pertinente et de toute façon, dans ce genre de projet, c'est toujours important d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur parce que c'est ce qui fait qu'à la fin, on arrive à avoir des choses pertinentes. Donc non, très bien, très clair. Et vous, ça vous intéresse du coup, Lucas? Enfin, c'est... Je vais en discuter en interne. Je pense pas à court terme, concrètement. Mais il faut que j'en discute en interne. Bon, on dirait. Ça marche, merci. Monica? En fait, j'ai un petit peu, pour être très transparente, que c'est un peu redondant par rapport. On l'a perdu. On a perdu Monica. Je vais lui Et remettre il y a quelqu'un de l'association Co-Farming. Est-ce que la personne peut se présenter? Désolée, j'ai un Allez, petit problème de Ah, connexion. ah oui. Non, je disais que c'est un petit peu redondant par rapport à la CEC, en ce qui me concerne, je pense. On vient juste de finir. Euh, Concrètement, nous, on a des thématiques, parce qu'on travaille encore, hein, notre feuille de route, on travaille encore avec eux. Donc, on est sur cette vision chaîne de valeur et puis amélioration, mais c'est vraiment travailler de façon très claire, marketing, machine, enfin investissement, c'est le mettre en place, hein, nous. C'est vraiment ça qui nous importe actuellement, c'est le côté opérationnel. oui, vous êtes engagé sur une feuille de route ambitieuse et c'est vrai que ça va mobiliser vos équipes et il faut effectivement être au rendez-vous sur ce sur quoi vous êtes engagé. Je ne sais pas si tu as vu, mais je t'ai partagé le pitch filière laine, hein, Monica. Tu pourras l'ouvrir et me faire un Ah, je vais retour. regarder, je vais regarder. Parce que là, pour Ouais. le Moi, coup, ce qui m'a... voilà, Ouais. l'idée c'est de réunir des acteurs dans une région. On est Ouais. parti a priori sur l'Occitanie et Ouais, avec les mots-clés que tu as cités. ouais. Voilà, de toute façon, l'Occitanie, c'est pas du tout la même chose, c'est du mérinos ou assimilé. Nous, on n'a pas du tout la même laine, donc on n'a pas du tout les mêmes débouchés. Et puis, oui, on a un collectif tricolore déjà, C'est qui est ça. peut-être pas très. Euh, bon, voilà, il y a des points Je connais le d'amélioration, c'est sujet. clair. Je connais le Hein. sujet. Il y a des points d'amélioration. Donc, ce que je cherche, c'est peut-être une filière plus active, tu vois, sur la filière elle-même, plus opérationnelle. Bah, c'est ce qu'on Euh, propose en intelligence avec les acteurs que tu as cités. Pour t'aider aussi, tu as de l'aide aux filières bio. Si je pourrais te donner quelques billes là-dessus si tu as besoin. Bon, on pourra en parler en off Off. peut-être. Hein. Merci. 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 La personne de l'association Co-Farming, est-ce qu'elle peut se présenter? Parce que Excusez-moi, j'ai pris en cours de route. L'association Co-Farming, c'est un réseau d'entreprises engagées dans la transition agricole. Du coup, je ne suis pas moi-même. On m'a envoyé le lien de la visio pour prendre connaissance de ce que vous faisiez, parce qu'on travaille beaucoup, comme vous le faites, à monter sur l'intelligence collective. Et on travaille notamment sur la diversification de filières avec la cosmétique. Donc, c'est cet aspect-là qui m'intéressait. Tous les freins que vous avez évoqués et ce que vous voulez faire, ça fait beaucoup écho à certains adhérents et à la façon dont ils travaillent dans le collectif. Donc, je pense que c'est une initiative qu'il faut que je relaie, moi, auprès des adhérents qui travaillent sur le régénératif. Voilà. C'est Ok, dans ce vous êtes à cadre-là. Toulouse ou dans toute la France? On est dans toute la France. Ma directrice est à Toulouse. On a un gros réseau en Occitanie. Et moi, je suis entre Paris et la Normandie. Donc, ça nous permet de câbler une certaine partie du territoire. Alors, sur les cosmétiques, ça avance beaucoup, hein. Je sais pas si tu as vu Clarins qui a fait certifier ROC euh, un de ses terrains. Enfin, Mm. donc, enfin, voilà, on est en contact assez direct avec 4 groupes hein, sur les cosmétiques et je pense que ça serait assez. Il y a du Ce sera intéressant qu'on potentiel en de parle. réaction rapide. Et on va notamment faire une action sur le CEFIC en juin prochain, qui est le carrefour des fournisseurs de la cosmétique à Marseille. Et on monte une journée et un pôle agricole sur le CEFIC qui n'existe pas aujourd'hui.
Donc, on monte ce pôle. Donc, dans ce cadre-là, c'est pas mal qu'on s'en parle. Et la journée, c'est justement sur la diversification de filières. On a fait la première édition de cette journée l'année dernière. Et on avait 140 personnes, 50% cosmétiques, 50% agri. Donc, le pari était réussi sur tisser des liens. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que je viens un peu me renseigner pour pousser un peu cet aspect diversification de filières. Vous parliez de laine, vous parlez, voilà, c'est des choses que j'entends beaucoup, mais que j'ai du mal à intégrer aujourd'hui dans notre écosystème qui est très agri. Très bien, je t'ai laissé mon email pour qu'on se refixe un point dans les 2-3 semaines à venir. On Parfait. voit ce qu'on peut faire et je vais descendre, enfin je vais descendre, je vais aller à Toulouse bientôt, donc on peut se voir. Ok, super. Enfin, si tu es à Toulouse, parce que vous êtes partout en France. Mélanie sera à Toulouse, mais je la mets dans je fais un mail d'introduction, je la mets dans le mail et comme ça, c'est parfait. D'accord, super. Sinon, je crois qu'elle était à Paris. Elle est Moi, je suis entre Paris Paris et... et Normandie, oui. Voilà, Et c'est ça. peut-être un point à faire avec Andrea qui a Lively Farming et qui est beaucoup sur ces sujets-là aussi. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas On pour votre finit alors? participation. Voilà, on est ravis en tout cas de ces échanges. Donc je pense que pour les uns les autres, Jérémy pourra échanger plus particulièrement. Revenez vers nous si